Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ. Et oui, je vous ai demandé la semaine dernière de me balancer toutes vos questions. J'avais dit que je répondrais en toute franchise. Vous pouvez me balancer toutes les pires crasses du monde. Et faut le dire, certains, vous avez été des petites putes. Vous êtes allés chercher dans les petits coins qui faisaient mal. Mais vous avez bien eu raison, hein, c'était l'objectif. Je voulais aussi une vidéo facile à faire parce que cette semaine, je ne suis pas là, je suis à Cannes. Et du coup, je me tape plus d'une centaine de questions. Donc, ce sera une vidéo de sûrement 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais pas. Et donc, je vais devoir me retaper le montage pour couper toutes les petites hésitations. Je suis ravi, mais bon, je vais demander, tant pis pour moi. On va répondre à tout, sauf aux questions politiques. Ça n'a rien à faire sur une chaîne YouTube. J'ai rangé toutes vos questions en 5 catégories, en perso, en trivia, en jeu de société, en YouTube et en piquant. J'ai d'ailleurs mis le timer pour ces différentes catégories. Et dans chaque catégorie, je vous ai rangé par ordre alphabétique. Et parce qu'il fallait bien faire un ordre. Et par contre, si votre question a déjà été posée, eh bien, par ordre alphabétique, j'ai gardé le premier, tout simplement. Donc, si je ne vous cite pas, hein, c'est pas que je n'ai pas vu votre question, c'est que j'y ai probablement répondu dans une autre question, dans une autre catégorie, parce que des fois, j'hésitais entre deux catégories, etc. Et si votre question est plus récente que le vendredi 20 février 18h26, je vous répondrai directement en commentaire à mon retour de vacances. Voilà, on va commencer par la partie perso. Bah oui, le mieux c'est de se présenter, c'est de parler des rapports de moi, ensuite aller dans les détails. Si j'ai du mal à parler, c'est que j'ai une putain de grosse afte sous la langue qui fait que j'ai l'impression d'avoir la langue gonflée et dès que je bouge, dès que je parle, j'ai l'impression qu'il y a un muscle comme ça qui s'étire. C'est pas très agréable, mais on va faire avec, hein. Nous sommes des professionnels. Et on commence par Adripocamp qui me pose la question très simple, mais en même temps qui répond à une paire d'autres questions qu'on m'a posées. C'est tu es médecin. Donc voilà, ça répond à la question, même si c'était pas une question, c'était une information, tu es médecin. Mais quelle spécialité? Je suis arrêt de travaillologue, c'est-à-dire que je suis médecin généraliste. Mon travail, c'est de vous faire comprendre qu'un rhume, ça passe tout seul, malgré toutes les idées que vous avez en tête. Un rhume, je ne peux rien y faire pour vous, lavez-vous le nez, etc. Et non pas comme j'ai entendu devant l'école de ma fille il n'y a pas longtemps en disant « Ah moi j'ai trouvé un nouveau médecin, il est bien parce qu'il n'hésite pas, il met direct des antibiotiques. » Et non, ça, désolé de vous le dire, c'est un mauvais médecin. Et oui, je règle mes comptes avec cette pétasse, alors qu'elle ne suit probablement pas mes vidéos. Ensuite, Alone in the Board Game me pose la question qui a provoqué cet éboulement, ce chamboulement, cette vidéo. Et la meilleure des questions, en fait, c'est « Salut Zogma, d'où vient ton pseudo ?» Et oui, on me demande régulièrement en commentaire, au fait, t'as jamais expliqué pourquoi Zogma. Je peux peut-être expliquer, mais c'est vrai que vous êtes peut-être nombreux à vous poser la question. Alors, il y a deux questions là-dedans, c'est pourquoi Zogma et qu'est-ce qu'un Zogma? Pourquoi Zogma? La réponse est très con. J'ai très longtemps joué à World of Warcraft, et un jour, il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu moins quand même, 18 ans, quelque chose comme ça, je voulais créer un chaman tauren, et je voulais un nom commençant par un Z. Et n'ayant que très peu d'imagination et ne voulant pas mettre zizi je sais pas quoi parce que j'en avais sûrement déjà créé, j'ai tapé sur Google mot commençant par Z et je me suis tapé des listes jusqu'à trouver Zogma, qui était un mot que j'aimais beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup. Je ne connaissais pas à ce moment-là, mais je le trouvais assez classe. Et je me suis dit, ok, et en plus, il y a un double sens, c'est qu'un Zogma, du coup, c'est une figure de style littéraire où finalement, un mot, qui est souvent un verbe, va gérer deux groupes de mots, deux phrases qui n'ont finalement pas tellement de lien à part ce verbe. Par exemple, et je vous en citerai un autre plus tard qui a été fait dans un commentaire que je trouve très sympa, mais par exemple, il prit la fuite et son manteau. Voilà, on ne prend pas la fuite littéralement, par contre on prend son manteau littéralement, et donc c'est ça un Zogma, c'est qu'avec un seul verbe, on va faire deux choses qui ne sont pas vraiment en lien, mais qui sont juste liées par ce verbe. C'est peut-être pas très bien expliqué, mais c'est ça un Zogma. Donc c'est une figure de style, c'est toujours un peu classe à raconter, et puis je cherchais un mot qui commençait par un Z à une époque, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc je l'ai gardé, maintenant ça fait du coup un truc genre 18 ans qu'on appelle Zogma. Ensuite, Bruno, moi je veux savoir si tu peux prendre ma carte vitale pour mettre 1 mois d'arrêt maladie pour jouer. Et si tes patients te reconnaissent en tant que youtubeur? Et la réponse est non / oui. Bien sûr que non, pour l'arrêt de travail, mais ça tu t'en doutais, bien évidemment. Alors, j'avais une chaîne YouTube de jeux vidéo, et encore pas très longtemps, il y a un patient de ma collègue, que je vois en dépannage, etc., et puis qui me dit, à la fin, tout gêné, un peu en train de rougir, je peux vous poser une question qui n'a rien à voir, est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Puis moi j'étais là, il aime bien les jeux de société, et en fait il était abonné à mon ancienne chaîne de jeux vidéo, où il me dit, je suis fan, je regarde toutes vos vidéos sur la Mega Drive.
J'étais content, mais je m'attendais pas à ça, parce que finalement ma chaîne de jeux vidéo elle a beaucoup moins d'abonnés, etc. Mais encore aujourd'hui, on me reconnaît beaucoup plus dans l'univers professionnel sur ma chaîne de jeux vidéo qui a 4000 abonnés que sur ma chaîne jeux de société qui a 11 000 abonnés. Ceci dit, j'ai 2 patients qui sont abonnés à ma chaîne, en tout cas qui l'ont déjà vu plusieurs fois, et j'ai 1 ou 2 patients qui me disent un peu comme ça, je suis tombé sur votre chaîne YouTube, bon voilà, on passe à autre chose, mais oui, il y a quelques patients qui me connaissent à la fois pour le jeu vidéo et à la fois pour le jeu de société. Ensuite, Camille, alors oui, ça on a déjà la réponse, mais je trouvais le petit commentaire rigolo. Camille's Life Channel, en dehors de tes vidéos YouTube, as-tu une autre activité professionnelle? Je parierais sur kiné, juste un feeling. Et ben voilà, un mauvais feeling, mais qui est pas si loin de la vérité. Forcément, je parle souvent de cabinet de patients, etc. Mais non, je ne suis pas kiné, je suis de l'autre côté de l'ordonnance. Ensuite, Clark Owens, alors ça je l'ai mis dans le perso, non, on n'est pas tout à fait dans le perso. Combien de fric as-tu dépensé dans ta ludothèque? Et ben forcément, j'en ai aucune idée, mais évidemment qu'on est à plusieurs milliers d'euros. Alors j'ai la chance de recevoir beaucoup de jeux, mais j'ai la chance de pouvoir me payer aussi beaucoup de jeux. Tous les jeux sortis en France, finalement, j'en achète très peu, parce que soit on me les envoie, soit grâce, et je vous remercie, aux liens affiliés sur lesquels vous cliquez, j'ai une petite cagnotte de 150 à 250 euros par mois en fonction des mois où vous vous faites plaisir, et du coup vous me faites plaisir aussi, ce qui fait que je peux acheter les jeux que je ne demande pas aux éditeurs ou qu'ils ne m'envoient pas avec cet argent-là. Mais par contre, niveau financement participatif, je lâche ma douille. Donc ça fait que des fois je peux claquer sur un all-in 400 balles, forcément ça fait déjà 400 balles de claquer, donc je n'ai aucune idée, je ne tiens pas le compte, il vaut mieux pas tenir le compte, mais forcément que j'ai dépensé énormément. Ensuite, Dan Solo 57, à part les jeux de société, je touche sur console de jeux vidéo. Et quasiment plus. J'avais donc ma passion depuis que j'ai 7 ans, oui 7 ans, j'ai eu ma Game Boy à l'âge de 6 ans j'ai eu ma Game Boy, oui c'est ça, avec 3 jeux, j'ai eu Ferrari, j'ai eu Le Roi Lion et j'ai eu Toy Story, et depuis je n'ai jamais quitté la console jusqu'à la naissance de ma fille, on y reviendra après, où j'ai encore un petit peu joué, etc. Mais il y a eu vraiment une fracture il y a 4 ans et demi, et j'ai joué à des centaines de jeux sur toute console. Là j'y joue beaucoup moins, j'y joue encore un petit peu, mais beaucoup moins, et notamment un de mes objectifs de cette année, c'est de me remettre, de relâcher un petit peu la pression sur le jeu de société et refaire des jeux, parce qu'il y a quand même des jeux que j'ai très fortement envie de faire. Le dernier que j'ai fait, qui m'a forcément chamboulé, j'ai fait l'année dernière Clair Obscur Expédition dans le 3, qui était forcément merveilleux, vraiment une pépite, et je ne regrette pas d'avoir mis 15 jours où j'ai laissé le jeu de société pour jouer corps et âme, pour le platiner, etc. Vraiment un excellent jeu. Alors, Dretanoller, désolé si j'écorche vos noms, le copier-coller que j'ai fait pour mettre sur ces feuilles a un peu merdé, donc c'est vos pseudos et sur plusieurs lignes, pas facile à lire. Alors, super idée. Ma question, comment arrives-tu à concilier la vie de famille avec les jeux de société? Les jeux experts étant très longs, souvent, et ne parlons pas des jeux en campagne, j'ai du mal à concilier ma vie de couple et jeune père d'un enfant de 16 mois avec ma passion pour le jeu. Je me sens souvent frustré de ne pas jouer assez, je remarque que tu annonces parfois faire 5 ou 6 parties d'un jeu sur une semaine, et je me demande comment tu fais pour trouver le temps. Alors, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui à dire avec une fille de 4 ans qu'avec une fille de 16 mois. Mais il y a des moments où elle dort. Et elle dort beaucoup plus maintenant qu'à une époque où effectivement je commençais ma soirée à 23h, parce que ma fille elle a énormément tardé à faire ses nuits, donc je jouais de 23h à 2h du matin, et le lendemain je me réveillais fatigué, mais c'était le seul moyen d'avoir une soirée, de profiter un petit peu. Et donc tout simplement je joue le soir quand elle dort. J'ai la chance aussi d'avoir une compagne assez conciliante et qui va aussi assez souvent chez ses parents, ce qui fait que j'ai pas mal de temps libre, et finalement ma compagne, elle, quand le soir, on vit un peu notre vie chacun de notre côté. On a des moments ensemble, le soir on se retrouve à table, on se retrouve un petit peu dans le canapé, etc. Mais finalement elle va regarder ses séries dans son coin, et moi je joue aux jeux de société, on est très heureux comme ça, on a des moments ensemble, on a des moments tous ensemble, aussi en famille quand ma fille est là bien évidemment. Je ne joue jamais quand ma fille est, quasiment jamais, c'est très rare, quand ma fille est là, donc vous me verrez jamais à 16h en pleine journée jouer à un jeu de société, ni un jeu vidéo, ni quoi que ce soit. Quand ma fille est là, on se consacre à notre fille, on ne fait rien d'autre, ce qui est des fois un petit peu chiant. Mais forcément, quand ta fille va, ou ton fils va grandir un peu, tu auras sûrement un peu plus de temps, mais après c'est sûr que si vous faites beaucoup de choses avec votre compagne ensemble, il faut faire des choix, mais nous on a trouvé cet équilibre et ça nous convient très bien. Alors, El Famoso Bendor, question, je sais pas pourquoi j'ai roulé le R, si parce que El Famoso, question piquante. Piment échelle de Scoville 7, c'est bien l'achat de tous ces jeux, mais au rythme où tu vas. Tu as prévu d'acheter un entrepôt dans quelques années. Quelle est en 2026 approximativement en mètres cubes la taille de ta collection de jeux vidéo versus jeux de société, et quelle taille feront-elles dans 20 ans à ton avis? Je n'achète quasiment plus de jeux vidéo.
Il y a beaucoup de belles pièces qui me manquent, mais ça coûte très cher. Et quand j'ai fini mon full set Nintendo 64, c'est-à-dire que j'ai tous les jeux sortis sur Nintendo 64 en Europe en boîte, et quelques-unes des exclusivités australiennes, parce que c'est pour ceux qui le savent, hein, l'Australie fait partie du monde PAL, et on a tendance à collectionner non pas les jeux européens, mais les jeux PAL. Bref, mais ceux-là, comme ils sont sortis qu'en Australie, coûtent plusieurs milliers. Mais quand j'ai fini mon full set, où je devais acheter des jeux à 400-450 balles pour un jeu, ça m'a un peu dégoûté. J'étais beaucoup moins dégoûté de mon full set Mega Drive, où finalement j'ai pu acheter, c'était quelques années avant, le prix du marché était un peu plus ok, la Mega Drive intéressait un petit peu moins de monde, etc. Donc ça m'a coûté finalement moins cher. Et là, vraiment finir le full set 64, ça m'a pris, ça m'a pesé. En plus, je commence à me découvrir cette passion pour le jeu de société, etc. Donc, j'achète quasiment plus. J'achète dans santé quelques petits jeux que je trouve à droite à gauche, qui sont des belles affaires, qui sont des belles pièces, mais je n'achète quasiment plus de jeux pour ma collection de jeux vidéo. Donc, ma collection de jeux vidéo tient dans ma salle dédiée, qui est une salle de 30 mètres carrés. Alors, tout n'est pas des jeux vidéo, mais surtout qu'il y a une salle de bain, etc. Mais voilà, ça ne bouge plus. Donc, si vous regardez ma vidéo que j'ai sortie sur la chaîne Zeugma World, vous tapez Zeugma jeux vidéo, collection jeux vidéo, vous tomberez sur vous essayez de trouver la dernière vidéo et vous aurez à peu près quasiment à 95% près ma collection actuelle. Niveau jeux de société, c'est simple. J'ai donc des Kallax, ça tient donc des Kallax de 4x4, ça tient dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kallax, tout simplement. Non, 8, pardon, je ne sais pas compter, 8 Kallax. Et je reçois beaucoup de jeux que j'achète ou qu'on m'envoie gratuitement, mais j'en revends aussi. Donc finalement, je suis à l'équilibre et le but, c'est de ne pas prendre. J'ai même plus dans un objectif de revendre de plus en plus, mais le problème, c'est qu'il faut des cartons. Et je commence à manquer de cartons, ce qui vient bloquer un peu la revente, mais le but, c'est vraiment de garder l'essentiel, de ne pas prendre plus de place. Je n'ai pas envie d'envahir mon salon, d'envahir l'espace de ma compagne, etc. Puis ça sert non plus à rien d'avoir 15 milliards de jeux auxquels je n'arriverai pas à jouer, donc voilà, normalement j'arrive à peu près à un équilibre, voire même où je me sépare d'un peu plus de jeux que je reçois, et ça depuis quelques mois, donc normalement c'est plutôt ok. Ok, finir. Bonjour, merci pour la chaîne. Ma question, comment fais-tu pour concilier la vie, les vidéos et le fait de lire et retenir les règles de jeu? J'ai gardé cette question parce qu'il y a la notion de lire et retenir les règles de jeu. Et c'est très simple, retenir les règles de jeu, vous l'avez bien remarqué, je fais énormément d'erreurs. Je me trompe, encore sur ma vidéo de Marvel Champions, alors que c'est un jeu où j'ai plus d'une quarantaine de parties, eh bien, il y a encore des choses que j'ai appris, des erreurs de timing, etc. Eh bien, c'est pas grave. Là, ça m'a un petit peu fait chier pour le coup, parce que c'est un jeu que je maîtrise, c'est pas un jeu auquel j'ai fait 5 parties, donc ça me fait toujours chier de faire des erreurs après autant de parties, mais en vrai, il n'y a pas mort d'homme. Je joue essentiellement en solo en plus, donc personne n'est là à part moi pour me dire, à part quand je fais des vidéos, pour me dire qu'il y a des erreurs, donc au pire, ma victoire n'est pas totale, j'y repense un peu et je corrige après, mais il n'y a personne qui va me dire « Oh non, t'as pas le droit de faire ça, t'as tout foiré, machin, tu fais chier, tu sais. » Donc voilà, ça me dérange pas de pas retenir les règles, de faire des erreurs. Je lis assez vite les règles, parce qu'effectivement ça prend du temps, je lis souvent, en fait, on y reviendra après, mais je joue pas tant de jeux différents que ça, donc globalement je vais lire 2 règles par semaine, dont une le samedi soir, entre le samedi et le dimanche à 2h du matin, donc c'est vrai que souvent là je suis pas très frais, et pareil, une autre le mardi, le mercredi, mais c'est souvent avant d'aller me coucher, donc effectivement je lis de manière un peu rapide, en ayant l'impression que, non pas que je me presse, mais en ayant l'impression que c'est clair, que c'est fluide, et je me rends compte, vu que je ne relis jamais une règle, sauf si je cherche un point de règle précis en jeu, et j'ai l'impression de tout connaître, de tout bien tout savoir, et en fait on me dit à chaque fois qu'il y a des erreurs, mais c'est pas grave, moi le principal, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir, tant pis si c'est pas l'expérience absolument prévue au départ par le jeu. Donc voilà, il faut faire un peu des concessions, et moi c'est sur l'imprécision des règles qui ne me dérange pas tant que ça au final, et qui me dérangerait encore moins s'il n'y avait pas des vidéos, et vous pour me les rappeler. Parce que l'objectif c'est pas non plus de faire des vidéos de mauvaise qualité, hein. Ça m'embête qu'il y ait des erreurs de règles, j'aimerais que mes vidéos soient parfaites, mais bon, c'est pas si gênant que ça au final. Alors Fanny Dantil, est-ce que tu as des patients qui te suivent sur YouTube et qui te le disent? Bon celle-là, j'ai finalement déjà répondu, j'aurais dû la supprimer. HBK Vincent, pourquoi le solo? Difficile de trouver des gens, tu n'aimes pas les gens. Alors s'il y a une vérité absolue, c'est que je n'aime pas les gens. Il y a énormément de gens que je n'aime pas. Ça c'est, je suis assez, non pas solitaire, parce que mes amis, enfin j'ai des personnes avec qui je pourrais être tout le temps sans aucun souci, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me gonflent. Il ne faut pas grand-chose moi pour me saouler et que après, ça y est, vous soyez blacklisté et que vous soyez catégorisé dans la région dans la catégorie des cons. Probablement que c'est moi le con, mais en l'occurrence, c'était pas le sujet. Pourquoi le solo? Tout simplement, hein,
je jouais énormément aux jeux vidéo. Sauf que quand j'ai eu ma fille, une petite qui est avec nous dans son berceau, etc., je ne me voyais pas avoir, j'ai une énorme télé, avoir cette immense télé qui va projeter de la lumière, qu'elle va voir, qui va peut-être un peu bloquer son développement cérébral. Donc il était niette qu'il y ait la télé allumée quand elle était là. Et puis aussi ma fille a mis énormément de temps ça a toujours été très compliqué à s'endormir, à le moindre bruit elle se réveillait, etc. Donc il était aussi hors de question d'allumer la télé le soir pour jouer. Je me suis dit, tu peux jouer, tu peux mettre un casque sur les oreilles, etc. Mais ça veut dire me couper de ma compagne, ce que je voulais pas. Parce qu'à l'époque, on était toujours ensemble dans le canapé. Et c'est comme ça qu'on a découvert les jeux de société, qu'on a commencé à acheter des jeux, etc. Ce qui nous permettait de jouer. On a beaucoup joué, merde, j'ai oublié comment ça s'appelait. Le truc avec les mots, là où c'est des espions, là. Bref, à la version duel. On a beaucoup joué à ça sur la table pendant que notre fille était à côté, dans la poussette, en train de. Après qu'on l'ait bercée pendant une demi-heure dans le salon pour qu'elle s'endorme, etc. Et sauf que ma compagne aime bien jouer, mais elle avait moins la fibre que moi, et donc j'ai découvert finalement un peu plus les jeux de société, j'avais plus envie de jouer avec elle, et à un moment j'ai acheté Hit, qui a été la révélation, j'avais trop envie de jouer, ça m'a l'air trop bien, mais ma compagne, absolument jamais de la vie, ne voulait jouer à ce jeu, et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait un solo, et j'ai découvert le mode solo, j'ai découvert qu'on pouvait jouer tous les soirs, faire plein de parties, de plein de jeux, sans avoir besoin que ma compagne ait envie de jouer, sans avoir besoin de regarder vraiment l'heure pour que tout le monde soit là, suffisamment de temps pour qu'on puisse jouer, etc. Et je me suis créé une bulle, un moment de repos, de détente, où je suis dans mon univers, où je joue, je m'amuse, et finalement maintenant je préfère de très loin jouer en solo, que jouer avec ma compagne ou que jouer avec n'importe qui d'autre. C'est pas un problème de ma compagne, c'est pas un problème de n'importe qui d'autre, c'est vraiment que c'est mon moment à moi. Du coup, j'aime bien jouer avec ma compagne, mais c'est vraiment un autre délire, c'est vraiment un autre moment, c'est pas ma session de jeu quotidienne, c'est un autre moment, c'est un moment avec ma compagne, mais c'est pas mon petit refuge, c'est pas mon moment de catharsis, etc. Donc, c'est devenu vraiment mon mode de consommation du jeu de société. Je peux jouer avec d'autres personnes, mais je n'y éprouve vraiment pas le même plaisir, c'est vraiment devenu mon moment. John Joe, salut! Avec le nombre incalculable de jeux que tu as, est-ce qu'il y a des jeux que tu aimes particulièrement mais que tu as mis de côté au vu des nombreuses sorties et achats que tu fais? Où arrives-tu à leur trouver une place? Alors ça c'est la grande question. Bien évidemment que je ne joue pas à tous mes jeux préférés régulièrement. Au début, je mettais vraiment où je jouais plus que maintenant, parce que j'ai quand même pas mal réduit, je crois qu'il y a des questions qui vont y revenir, mais j'ai quand même pas mal réduit mon temps de jeu ces dernières années. Et donc, avant, quand je jouais vraiment un peu tout le temps, parce que ma fille dormait plus, entre guillemets, elle était moins active, et j'avais mon lundi, où je jouais à mes anciens jeux, ceux que je préférais, etc. Rapidement, c'est devenu Ark Nova en boucle et pas grand-chose d'autre. Aujourd'hui, je n'ai plus ce jour clé parce que j'ai une organisation qui est devenue bien différente où du coup, j'ai mon planning qui va finalement associer plusieurs passions et essayer de tous les lier pour faire en sorte que tout tienne, fait que j'ai moins ce temps de redite. Ceci dit, j'ai aussi un programme, j'ai réussi à me faire une avance sur les sorties, sur les vidéos, sur les jeux joués, ce qui fait que pour la partie chaîne YouTube, j'ai toujours 3-4 vidéos d'avance, c'est-à-dire hormis la vidéo du samedi qui est toujours tournée au dernier moment, j'ai 2 semaines d'avance niveau des vidéos, en cas de vacances, en cas de pépin, en cas d'absence de motivation. Du coup, je peux me permettre une semaine de ne pas jouer à de nouveaux jeux, de me faire plaisir, etc. Là, ces derniers temps, j'ai fait 40 parties de Spirit Island et c'est très bien. Donc, c'est sûr que la plupart des jeux, je n'y joue plus. Dans l'idée de vouloir y rejouer, et je vais y jouer quelques fois dans l'année, mais ça me dérange pas, ça me pose pas de soucis, je sais que vraiment si j'ai envie d'y jouer, je peux, j'ai le moment, j'ai pas ce problème d'organisation. Les jeux par contre, le jeu que j'aimerais le plus jouer et qui coince le plus niveau planning, c'est Horror Arkham, parce que c'est une merveille, mais par contre, effectivement, si on se lance sur Horror Arkham, il faut être prêt à se faire 8 scénarios de suite, en moyenne, et donc là forcément ça nécessite 8 soirées, ou en tout cas donc généralement je réserve plutôt ça à mes périodes de vacances, parce qu'il faut avoir le temps de les enchaîner, et c'est vraiment le jeu que je regrette le plus de ne pas lancer suffisamment. Alors je pourrais laisser fermer sous la table, mais finalement c'est pas, quand je laisse un jeu sous la table, c'est plutôt pas lui. Alors, Killer Clown, ton top 3 jeux vidéo. Alors je vais répondre, non peut-être pas au niveau de la qualité ludique, mais vraiment au niveau des 3 émotions, pour les 3 charnières les plus importantes de ma vie. Final Fantasy X, c'est le jeu qui m'a fait découvrir le RPG. Je savais déjà que ça existait, j'avais déjà vu des potes jouer à Final Fantasy VII, mais j'étais assez jeune, j'avais pas ma propre console, c'était la console de salon, j'étais un peu plus limité sur le temps, que là, Final Fantasy X, je l'ai eu, j'avais 10 ans, j'avais le bon âge pour lire, pour rester concentré, j'avais la console dans ma chambre, avec la télé dans ma chambre, etc. Et c'est vraiment le jeu qui m'a fait me rendre compte que
on pouvait avoir des jeux vidéo, déjà avec des superbes cinématiques, avec des scénarios travaillés, etc. Et puis ce système de faire des combats en boucle pour gagner de l'expérience, pour améliorer un petit peu ses stats, etc. Ce qui pour beaucoup aujourd'hui semble chiant, mais j'ai vraiment trouvé ça génial et c'est le jeu qui m'a lancé dans les jeux de rôle et qui fait que j'ai fait des dizaines et des dizaines de jeux de rôle qui est clairement mon genre de jeu vidéo de prédilection. Donc lui, il sera jamais dans mon top. L'autre, c'est World of Warcraft. J'ai passé des années et des années sur World of Warcraft. J'ai rencontré des gens, j'ai joué avec mes potes de fac à World of Warcraft. On se faisait des week-ends, des samedis soirs, tous ensemble, tous les trucs où on se ramenait. Moi, un coup c'était chez l'un, un coup chez l'autre, on était 4. Moi, j'avais pas d'ordinateur portable, je ramenais mon ordinateur physique, ma grosse tour de gamer comme ça sous le bras, mon écran sous l'autre, etc. J'ai des souvenirs incroyables, des souvenirs de raids, des souvenirs de tuer certains boss, d'être le premier du serveur à vaincre tel boss. J'ai vraiment des souvenirs incroyables, des heures de farm à espérer récupérer la monture légendaire sur tel raid, etc. J'ai tellement de super souvenirs. Souvent, j'ai envie d'y retourner. Je sais qu'il y a une nouvelle extension Midnight qui va sortir là, en tout cas, je vois la pub. Ça a un peu changé. Je suis passé aussi à autre chose. J'ai moins le temps, mais c'est vraiment une énorme partie de ma vie. Ma compagne, quand on s'est mis ensemble au début, pour me faire plaisir, elle a créer un personnage, elle a voulu jouer avec moi, etc. Bon, j'étais pas trop sympa avec elle du coup, parce que elle allait pas aussi vite que moi avec des années de jeu, donc c'était finalement pas un bon moment, mais j'ai plein de bons souvenirs sur WoW, ça restera quelque chose de marquant dans ma vie. Et l'autre jeu, c'est Rocket League. C'est le meilleur jeu du monde, c'est le jeu auquel je joue encore 2 fois par semaine. C'est avec ce jeu que j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis, mes 2 meilleurs amis en réalité. Il avait aussi une chaîne YouTube comme moi et j'étais sur son stream et il cherchait quelqu'un pour découvrir Rocket League. On se connaissait à peine, moi j'étais juste plutôt un abonné et grâce à ce jeu, ça fait 10 ans maintenant, on se parle tout le temps sur WhatsApp, peut-être pas tout le temps, mais on se parle souvent sur WhatsApp tous les jours. En tout cas, on se voit 2 fois, on est 2 fois par semaine, une soirée sur Rocket League depuis 10 ans. Alors il y a eu des hauts débats en fonction des copines, des patati patata, mais je me suis créé une vraie forte amitié. On part en vacances tous les ans ensemble avec d'autres potes. Et ce jeu, il est magnifique. C'est vraiment un jeu où on sait créer une équipe, on sait créer des automatismes, on sait créer des réflexes. C'est un jeu de foot, Rocket League, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu de foot, mais notre joueur, c'est une voiture. Donc on va pousser une énorme balle avec notre voiture pour la mettre dans les buts adverses. Et on a une possibilité de booster, d'aller plus vite en appuyant sur un bouton, sauf que on peut sauter avec la voiture et booster et du coup faire des aériennes, réussir à contrôler la voiture pour aller taper la balle dans les airs. Et là, s'ensuit un jeu finalement de billard où il faut bien gérer les angles pour bien que la balle aille au bon endroit dans les buts, etc. C'est un jeu avec un gameplay fou et qui m'a permis de forger une superbe amitié. Donc pour moi, c'est mon jeu actuel préféré, c'est le seul jeu auquel je joue encore et où je me vois encore jouer. Je prends toujours autant de plaisir. Alors forcément, on stagne un petit peu, on a perdu en niveau de jeu parce qu'on joue pas assez et puis qu'on est vieux maintenant, mais c'est un jeu qui est magnifique. Ok, il va peut-être falloir qu'on accélère un peu. Penses-tu qu'un jour tu abandonneras les jeux de société pour revenir aux jeux vidéo? Et ben, l'idée c'est plutôt que les deux vivent ensemble. Je me suis tellement investi dans le jeu de société avec cette chaîne aussi, avec du coup un peu l'image que je donne, etc., que je sais pas si je pense qu'un jour un jour cette chaîne s'arrêtera de toute façon, mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour. Et puis je me suis découvert surtout une passion, un mode de jeu que j'ignorais, qui est vraiment très différent du jeu vidéo, qui donne un autre plaisir. Okringer alias Epsilon, deuxième question, ça veut dire que la première sera sûrement ailleurs, ou alors j'y ai déjà répondu. Penses-tu qu'un jour, non pas du tout, est-ce que tu visionnes des films, séries ou animés, et quels sont tes goûts en la matière? Eh ben non, ça c'est vraiment un truc que je ne fais quasiment pas, un peu plus ces derniers temps. Ma compagne, elle regarde tout le temps des séries, elle ne fait que ça, elle regarde des séries qu'elle a déjà revues, là elle est en train de regarder, alors tout de suite en ce moment elle est en train de re-regarder Game of Thrones, je sais pas, pour la 5e ou 6e fois, je ne sais pas, et on a pris une petite habitude, le vendredi soir, quand notre fille est chez les grands-parents en ce moment, de regarder un épisode de Black Mirror, parce qu'on a du coup plein d'épisodes de retard, etc. Et là, en ce moment, vu qu'elle a re-regardé Breaking Bad pour la 3e fois, j'ai décidé de reprendre les épisodes que j'avais jamais vus, c'est-à-dire globalement la dernière saison et la fin de la 4e. Et donc là, je suis à 6 épisodes de la fin de Breaking Bad, je regarde un épisode par semaine, mais c'est à part là depuis 2-3 mois, sinon je ne regarde jamais de films, je ne regarde jamais de séries. Pour moi, c'est une perte de temps, j'ai du mal à rester concentré sur la série, parce que, non pas que j'ai des problèmes de concentration, mais je me dis que
bah, j'attends comme un con, je pourrais faire plein d'autres choses en même temps. Donc certes, j'ai envie de connaître l'histoire, il y a des choses qui sont sympas, mais je suis passif et j'ai envie de faire quelque chose de plus actif. Olincha, vu ton taf, ta situation familiale et ton temps de jeu, sans compter le temps des jeux vidéo, de lecture, de manga, je ne lis pas de manga, quasiment pas, je lis des comics par contre. Ton organisation semble militaire. Ma question, à quoi ressemble heure par heure une journée type du ZEZE, en semaine et en week-end? Bah, en semaine, c'est très simple. Je travaille, on va me demander mes horaires, donc je répondrai plus tard. Je travaille, je finis assez tôt le matin pour aller chercher ma fille à l'école, pour être à l'heure à la sortie de l'école, je la ramène, on mange, je la ramène à l'école, je retourne au travail, c'est ma compagne qui la récupère à l'école, moi je rentre le soir, on mange, on prend la douche, on s'amuse, on va se coucher, et là du coup commence ma soirée où je peux jouer. Je joue globalement à 2 jeux dans la semaine, un jeu où j'ai commencé la lecture des règles dans la nuit du samedi au dimanche, et le dimanche m'accompagne, le week-end m'accompagne, on le verra sur l'organisation du week-end, mais est chez ses parents avec ma fille, donc le dimanche matin, avant qu'elle rentre, j'ai le temps de commencer à jouer. Ensuite, bah, le dimanche, on a un peu inversé les règles, mais le dimanche après, bah, bam, ma fille, tout ça, ensuite la douche, et boum, je joue le dimanche soir, le lundi et le mardi, et le mardi soir, généralement, ou le mercredi midi, parce que j'ai une pause un peu plus longue, et ma fille et la mère est chez l'arrière-grand-mère, je tourne la vidéo. Ensuite, du coup, le mercredi soir, je lis les règles, ou le mercredi midi, du coup, d'un nouveau jeu auquel je joue le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, et le samedi, je tourne la vidéo. Et en fait, j'arrive du coup à faire, avec cette organisation, à faire 5, 6, ça dépend de la durée du jeu, si c'est un jeu qui dure 2 heures, forcément j'ai un peu moins le temps de faire des trucs, mais j'ai globalement 3 jours par jeu et j'enchaîne comme ça. Et l'organisation du week-end, la voici. Le samedi m'accompagne donc avec ma fille, moi je travaille le samedi matin, mais le vendredi soir, le samedi après-midi soir et donc le dimanche matin si pas fini, je fais tout ce qui est YouTube et je fais tout ce qui est tâches ménagères. Je me coupe de toute l'organisation de la maison, tout le rangement, etc. en échange d'avoir un peu de temps libre le week-end. Et tout simplement, j'ai un tableau. Dans ma chambre, je sais que je dois passer l'aspirateur, je dois refaire le lit, je dois récupérer le linge qui traîne par terre, j'ai un étendoir, je dois dépendre, ranger, bref, dans la salle de bain j'ai telle tâche, et chaque tâche ménagère ou tâche de YouTube est associée à une unité de temps par tranche de 5 minutes, et du coup j'ai un tableau, là je sais que, alors là c'est les vacances, c'est un peu particulier. J'ai commencé les tâches ménagères le vendredi à 14h. J'en ai jusqu'à tâches ménagères / YouTube. Hein, j'en ai jusqu'à 1h du matin aujourd'hui. Je reprends demain à 10h non-stop. Et normalement, comme j'ai un planning un peu plus light parce que j'ai réussi à prendre un peu d'avance sur certaines choses, etc., je finis le samedi, demain, à 17h30, ce qui est assez rare parce que généralement je termine le samedi vers 1h du matin, mon planning. Mais là, je travaille pas samedi matin en fait. C'est ça qui change tout, c'est que ce samedi matin, bah, je suis déjà en vacances, donc je ne travaille pas. Pour vous, c'est le samedi d'avant. Et donc, par exemple, faire la miniature de ma partie sur une heure, c'est-à-dire miniature plus description, etc., c'est 3 unités de temps, ça me prendra 15 minutes. En réalité, souvent, ça me prend plutôt 10 minutes, mais comme ça, je gagne un peu de temps. Je sais que dans cette organisation, j'ai un quart d'heure pour aller faire l'essence. Dans cette organisation, j'ai 10 minutes où je dois envoyer des documents à ma comptable. Dans cette organisation, j'ai 30 minutes pour répondre à vos commentaires. Dans cette organisation, j'ai tourné cette FAQ où je me suis mis 2 heures. Ça fait déjà 31 minutes et je suis même pas à la moitié, je suis même pas au quart, donc je sais pas, mais je me suis dit, allez, comment on allait essayer de la tourner en 2 heures. Bref, j'ai toute cette organisation et dès que j'ai fait des trucs, je les coche. Et donc voilà mon organisation du samedi pour que ça rentre pile poil. Allez, Patrice Stivanin. Pourquoi tu fais de la médecine alors que tu pourrais avoir un métier vraiment utile dans le jeu de société? Merci pour tes vidéos. YouTube m'a dit que tu étais mon top 1 2025. Bah, merci à toi. J'ai gardé la question juste pour la blague, mais voilà. Philou GT, quels sont tes horaires de médecin généraliste du lundi au vendredi? Et ben moi je travaille le samedi, donc ça va jusqu'au samedi. Bah, tout simplement, je travaille du lundi au samedi tous les matins. Je travaille de 8h30 à 11h30 parce qu'il faut être à l'école tout simplement à 11h50, donc le temps de partir, d'avoir éventuellement un petit peu de retard et d'aller la chercher. Et les après-midi, je travaille globalement de 15h à 19h, ça varie un petit peu en fonction des jours. En tout cas pour le lundi, du lundi, mardi, mercredi. Le jeudi après-midi, c'est particulier, je fais mes visites à domicile, donc ça dépend du planning de la semaine, des patients que je dois aller voir. Et le vendredi après-midi, je ne travaille pas. Donc voilà, je travaille 6 matinées et 3 après-midi, plus une autre qui est consacrée aux visites à domicile. Pierre Naché, salut, combien as-tu de jeux dans ta ludothèque? Et bien ça, je n'ai pas préparé, on va les regarder ensemble dans MyLudo. Alors on va retirer bien sûr toutes les extensions parce que sinon dans Marvel Champions j'en ai déjà 100 rien qu'avec un seul jeu. Donc si on fait que les jeux de base, j'ai 786 jeux et ça inclut les petits jeux de rôle, etc. Mais voilà, 786 jeux dans ma ludothèque. Ok, on a fini
une page, on est bien. On a bientôt fini la partie perso. Sébastien Ruiz, Romo, combien de jeux de plateau possèdes-tu? Ah, bah j'ai répondu. Peux-tu nous montrer tes autres hobbies? Bah j'ai pas ramené de quoi montrer, mais j'ai 3 autres hobbies. Mais en fait j'en ai plus que 2, et en fait j'en ai plus que 1. J'ai Rocket League, les jeux vidéo, mais en fait c'est Rocket League qui me prend 2 soirs par semaine. Des fois un seul en fonction du planning, etc. Mais 1-2 soirs par semaine Rocket League. J'ai les comics. Je lisais énormément de comics, j'ai une grosse bibliothèque. J'ai plus trop le temps. Même si là, je me suis acheté la suite de Un Long Halloween. Je ne sais plus comment ça s'appelle, que je pensais lire hier, mais finalement hier j'ai joué à Rocket League. Donc voilà, mais je lis quasiment plus de comics. Je continue d'en acheter des trucs qui me donnent vraiment envie, mais j'arrive pas à les lire en fait. C'est pas mes priorités sur mon planning. Et le troisième, celui qui me prend finalement le plus de temps, à part le jeu de société, c'est le foot. Non pas que j'y joue, c'est que je regarde, je me suis pris vraiment de passion. J'aimais beaucoup le foot quand j'étais petit, j'aimais beaucoup y jouer. Je suis un peu Monaco, puis j'ai tout arrêté. Et là, depuis 3 ans, je me suis repris de passion et je regarde énormément de matchs le week-end. Et puis maintenant avec la Ligue des Champions, qui est toutes les 2 semaines, et en plus si on a encore des équipes françaises, etc., je regarde des fois le mardi et le mercredi. Donc là par exemple cette semaine j'ai regardé mardi, enfin du coup la semaine d'avant, cette semaine aussi d'ailleurs, parce que là il y a le retour de PSG Monaco qui a eu lieu mercredi soir, donc je ne sais pas ce que ça a donné, mais même là alors que je suis à Cannes, mon mercredi soir sera devant le match de foot, le samedi soir je regarde les matchs de foot, ou le dimanche des fois les 3, donc j'ai 2 à 3 soirs par semaine qui sont du foot, j'ai 2 soirs où c'est Rocket League, ça me fait qu'il me reste plus que 2 soirs pour le jeu de société. L'avantage du foot, c'est qu'on peut le regarder en faisant du jeu de société, mais voilà, mes principaux hobbies, ça en fait pas mal. Mes principaux hobbies, pardon. Soirée ludique, ton nombre d'heures en moyenne de jeu par semaine ou mois? Et c'est simple, le lundi soir, vous pouvez compter en moyenne 2 à 3 heures, ça c'est valable pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Le vendredi, je ne joue pas, parce que le vendredi soir, je commence les tâches ménagères. Le samedi, à part si je dois tourner une vidéo, une partie, et dans ce cas-là je joue, mais sinon, je ne joue pas le samedi, c'est consacré aux tâches ménagères et YouTube. Et le dimanche, je joue le matin, généralement 2-3 heures, et le dimanche soir, pareil, 2-3 heures. Donc on va dire que je fais 2h30, ça dépend des tailles de jeu. Si c'est un jeu qui dure 1h45, je ne joue qu'1h45, j'ai pas le temps d'en faire 2 de suite, forcément. Mais j'ai du coup... non, c'est faux d'ailleurs, parce que j'ai des jours avec Rocket League, donc ces jours-là, je ne joue pas. Donc j'ai 5 heures, 10 heures, ou allez, je dois avoir entre 12 et 15 heures par semaine de jeu, j'ai pas fait le calcul. Forcément, ça dépend. Il y a des semaines où je peux jouer plus parce que mon pote est en vacances, en congé, chez sa compagne, etc. Bref, quand il a une compagne. Mais oui, entre une petite quinzaine d'heures par semaine. Ce qui fait que je suis loin d'être le mec qui joue le plus au monde. Je ne joue qu'à 2 jeux par semaine. Quand je vois certains autres qui font des avis toutes les semaines sur 5 jeux, moi je ne peux pas le faire. The Mère Louve, salut, combien de pourcents de ta journée passes-tu à jouer? Bon, j'ai un peu répondu. Est-ce que tu en profites pour te débiner de tes tâches familiales? Genre, je peux pas, non. Les tâches familiales avec ma fille, on se les partage. Ma compagne s'occupe beaucoup plus de ma fille que moi parce que forcément, à la fin de l'école à 16h, moi je suis au travail, ma compagne non. Donc, et puis elle est avec elle le mercredi chez son arrière-grand-mère et le week-end chez sa grand-mère. Mais quand ma fille est là, je m'en occupe, j'essaie de laisser un peu plus de temps à ma compagne. En tout cas, on fait du 50-50, mais niveau tâches familiales, pas du tout, je me dis pas. Niveau tâches ménagères, j'en fais beaucoup, ma compagne en fait aussi forcément, mais on a chacun nos petits plannings et nos choses à faire. C'est quoi le meilleur jeu de tous les temps? Pas Ark Nova. Et dans ce cas-là, Kingdom Death Monster, si j'ai pas le droit de dire Ark Nova. C'est quoi ton budget annuel jeu? Je n'ai pas de budget. J'ai l'avantage d'avoir une bonne situation, de pouvoir me permettre d'acheter facilement ce que je veux sans trop regarder. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, niveau jeux qui sortent en France, je n'achète quasiment rien. Par contre, niveau Kickstarter, je me lâche un petit peu trop. Je ne sais pas exactement, mais je pense que je dois facilement dépenser 300 à 400 euros par mois en Kickstarter. Ça va quand même assez vite. Et Wawa qui me dit « Salut Zogma, arrives-tu à trouver des moments de détente sans penser au taf, à YouTube ou au jeu ?» Des moments de détente sans penser au taf, c'est compliqué. Mais sans penser à YouTube et au jeu, oui. Alors, ça me pose pas de problème de jouer au jeu, de penser au jeu. Si je pense au jeu, c'est que j'ai envie de jouer à un jeu bien particulier, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Sans penser à YouTube, ça, aucun souci, je pense pas tout le temps à YouTube, loin de là. Et donc j'ai plein de moments, quand je joue à Rocket, quand je regarde le foot, quand je suis avec ma fille, j'ai beaucoup de moments sans jeu de société, aucun souci. On a terminé la partie perso, on va passer à la partie trivia, qui va être un peu plus rapide. Alors c'est des questions un peu cons que j'ai mis là-dedans, des choses qui sont rigolotes. 8 Fists. Au niveau de l'alimentation, pourrais-tu nous dire tes 3 plats préférés, s'il te plaît? J'ai la pizza. Je pense que la pizza, c'est les 3 plats préférés. Il n'y a rien qui est au-dessus de la pizza. Moi, je bouffe
très très mal, je mange du fast-food plusieurs fois par semaine, j'ai une addiction, je suis vraiment dans de l'addiction au fast-food de manière générale, déjà parce que je travaille à côté d'un McDo, mais même si c'est pas le truc que je mange le plus, mais vraiment, j'ai vraiment associé cette image de j'ai passé une sale journée au travail, j'ai besoin de mon moment de détente, et j'ai besoin de mon McDo. Et si je pense au McDo, tant que je ne l'ai pas, j'arrive pas à me relaxer, j'arrive pas à passer une bonne soirée, j'arrive pas à penser à autre chose. J'ai vraiment développé au fil des années une addiction qui est moins forte maintenant, mais qui fait que je vais quand même manger des pizzas 2 fois par semaine, manger McDo 1 ou 2 fois par semaine. J'ai vraiment un gros budget bouffe, de sale bouffe, qui est très mauvais pour ma santé, etc. Donc forcément, on essaie de pas trop inclure ma fille là-dedans, mais j'ai vraiment un vrai problème là-dedans. J'ai vraiment une addiction au fast-food. Je me suis vraiment créé cette image de pour passer une bonne soirée, pour enfin couper avec le travail, avec tous les cons, etc. J'ai besoin de ça, sinon j'arrive pas. J'arrive pas à rentrer, à directement jouer, à directement regarder un truc. Voilà, j'ai ce problème-là, donc on a la pizza. Et après, vous pouvez mettre toutes les cochonneries du monde à côté, mais c'est la pizza le meilleur. Alcadel, est-ce que tu t'épiles les bras? Eh ben non, je n'ai plus aucun poil sur tout mon corps, sur tout mon crâne. J'ai fait une pelade universelle à l'âge de mes 16 ans, donc ça fait maintenant 19 ans que je n'ai plus aucun poil. Artémis Antréry, comment entretiens-tu ce crâne si lisse? Bah, zéro entretien, juste un peu de savon tous les jours, et c'est tout. Denis Wilkin, prescris-tu des jeux de société à tes patients? Pas du tout, mais en même temps, tu t'en doutais bien. Je ne parle même jamais de jeux de société, hein, je ne parle pas aux patients en fait, on n'a pas le temps, c'est 10 minutes la consultation, il y a trop de monde qui attend, il n'y a pas le choix, on va à l'essentiel, on n'a pas le temps de palpater, de savoir comment ça se passe, quelle couleur tu comptes de faire ta coloration de cheveux la semaine prochaine. Pas le temps, on va à l'essentiel. Darkzom FB, qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Eh ben j'imagine que c'est un petit poids dans un ascenseur. David Motero, tu es comment avec les cheveux longs? Voilà. Fox Arnold, est-ce que tu préfères le ski de bosse à une bosse dans le pantalon? Es-tu plus fan de demi-moure ou de demi-molle? Alors est-ce que c'est antinomique si je dis que je préfère la bosse dans le pantalon et pourtant la demi-molle? Et mon cher Fox, étant plus jeune que toi, demi-moure, ce n'est pas tout à fait de ma génération, donc clairement je préfère la demi-molle à demi-moure, mais j'imagine qu'avec 20 ans ou 15 ans de moins, peut-être que j'aurais choisi l'autre possibilité. Isavigi, tu acceptes les nouveaux patients? Quelqu'un qui répond, lancez 2D20, bah, avec 2D20 vous arrivez à faire 0. Je vous l'annonce, non, je n'accepte plus les patients depuis des années. Joy of Yoga, 3 petits points, parce qu'il y a encore plein d'autres choses qui sont écrites après. Avec qui rêverais-tu de jouer? À part moi, avec qui ne jouerais-tu surtout pas? Question ouverte, tous les humains sont permis. Alors, t'as pas précisé quel jeu. Si c'est hors jeu de société, je vais te dire Megan Fox. Et si c'est pour jouer à un jeu de société, eh ben on va dire Megan Fox aussi. Aucune idée. Coam, est-ce que simuler un mal de ventre ou autre, un médecin le sait ou pas? Oui, je demande car je me suis toujours posé la question. Difficile à dire. Clairement, beaucoup de patients nous prennent pour des cons. C'est facile de simuler. Que ce soit de simuler une dépression, de simuler un rhume. Comment savoir si le patient a vraiment des courbatures, etc. Qui renifle ou qui tousse, ça ne veut pas dire quel est l'état qu'il a vraiment. Alors des fois on voit qu'ils ont vraiment une sale gueule, etc. Pareil, c'est facile de dire qu'on a mal au ventre. Quand on a mal au ventre, on n'est pas toute la journée en train de vomir, en train d'avoir la diarrhée. Alors, des fois oui, mais des fois non. On peut avoir une douleur très importante la nuit qui nous a empêché de dormir et que finalement quand on a le rendez-vous à 16h, bon, on a une mine à peu près réveillée parce que ça fait 8 heures qu'on est debout et qu'on est encore ballonné, etc. Mais pour autant, on a moins vomi. Donc c'est quand c'est récurrent ou qu'on connaît un petit peu le patient, parce qu'on connaît nos patients, on a des doutes, etc. Mais que voulez-vous faire? Sauf si le mec, je sais très clairement qu'il ment, je suis pas sa mère, etc. Si vraiment son kiff c'est de pas aller bosser, etc. Moi je suis pas là pour faire la loi. Je vais de toute façon pas lui mettre pour une gastro un arrêt de travail d'une semaine. Ça sera un arrêt de travail de 3 jours max si vraiment ils sont pas bien, mais sinon un jour. Et pareil pour un rhume. Donc oui, des fois on a des doutes sur la simulation, mais il y a plein de choses qu'on peut simuler très facilement, hein, comme dire que on a mal au dos. Si je vous fais pour le son avant, faites voilà quoi. C'est pas très dur. La focale ludiste, est-ce que tu m'aimes? Évidemment. Papy Maxou, au WC, tu es du genre plouf et on les quitte le plus rapidement? Eh ben non, au WC, je suis plutôt
floup. Déjà, je suis de manière constipée. Je suis de manière générale constipé. Je mets énormément de temps à réussir à faire mon caca. Donc, je traîne, etc. J'ai réussi pas fini, ça colle, etc. Bref, je vous passe les détails. Et en plus de ça, je traîne sur le téléphone. C'est le moment où je regarde vos commentaires. Des fois, je vous réponds d'ailleurs. Je lis mes mails, je scrolle comme un connard sur Facebook, etc. Donc voilà, associer constipation à moment sur le téléphone fait qu'on reste 3 plombes sur les toilettes. L'avantage, c'est que celui d'après qui a envie d'y aller, j'ai chauffé la lunette, tout confort. Pollock56, oui ou non? Moi, je suis plutôt du genre non que oui, malheureusement. Sous le ghost, est-ce que ça te gêne autant que moi de voir le coin bas gauche de Paper Tales abîmé? Ça, c'est une question que j'adore. Et c'est une question... la réponse est oui, ça m'embête, mais jamais de la vie je le rachète. Parce que c'est cette boîte-là, sentimentalement, c'est le premier jeu de société que ma compagne m'a offert. Et du coup, j'y tiens énormément. Et j'ai pas envie d'en avoir un autre, parce que ça serait pas le sien. C'est pas celui qu'elle m'a offert. Donc oui, la boîte est abîmée. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'elle n'est jamais tombée ou quoi que ce soit. J'ai dû quand même la cogner. Je sais que je l'ai déjà emmenée avec moi dans des sacs pour aller chez des gens. Donc bon, elle est abîmée. Et en plus, elle est pile dans l'angle de vue. Mais c'est la boîte. Et une deuxième question de Soul Ghost. La réponse sur la vie, l'univers et le reste est 42. Pourrais-tu approfondir cette réponse pour le commun des mortels que nous sommes? Bien sûr. 42, c'est 40 plus 2. Voilà, 3/4 d'heure de vidéo, on va passer à la partie YouTube, les vidéos, les questions consacrées directement à la chaîne YouTube. Alors je réponds vite, je parle vite, parce qu'il y a beaucoup de questions, le but c'est que ça ne dure pas 15 plombes. D'ailleurs je parle vite, mais je réponds lentement quand même. Il y a beaucoup de... je vais pas à l'essentiel. Christophe Rabelais, hello, pourquoi aucun wargame sur ta chaîne? C'est pas ton truc, pourtant c'est très très riche en solo. D'idées at Oama Pavlov House. Eh ben, je suis pas du tout fan des jeux historiques. Même si je ne veux pas dire que l'histoire c'est pas important, c'est bien le contraire, c'est pas un thème qui m'attire. Et en plus, les wargames sont des jeux quand même assez austères. Visuellement, c'est rare qu'on se dise « Oh, c'est un très beau wargame ». Généralement, c'est pas ça. C'est un truc qui arrache un peu les yeux, et en plus, ce sont des parties très longues. Et jusqu'à encore pas si longtemps que ça, j'avais quand même du mal à dépasser des parties de 2 heures, et souvent avec des règles qui semblent un peu complexes, etc. J'ai fait l'effort, j'ai joué aux Aigles de Napoléon en péninsule, qui est un wargame facile, qui prend peu de temps, etc. Et j'ai pas été transcendé. J'ai vraiment du mal avec ce thème historique, c'est pas quelque chose qui me tente. Même si vous êtes quelques-uns à m'en parler assez souvent, à me dire « c'est ça, et c'est ça ». Ça me tente pas. Clark Owens, pourquoi le médecin que tu es ne ferait pas une vidéo what the fuck du type testé par un pro d'un docteur Maboul? Et bien tout simplement parce que je suis pas quelqu'un de suffisamment rigolo pour animer une vidéo de manière rigolote, et j'ai pas non plus, je suis pas du genre non plus à préparer mes vidéos, donc devoir écrire, devoir préparer un script, devoir préparer un sketch, ça me casse les couilles. Plus sérieusement, pourquoi ne pas tester avec ton regard médical un jeu du type New York Service d'urgence? Je l'ai un peu fait, sachant que mon regard médical, ça a été juste de dire, c'est trop simple quand on est médecin, mais encore une fois, devoir décortiquer un jeu, c'est du travail, j'ai pas envie de préparer une vidéo, je lance, je sais ce que je vais dire parce que j'ai joué à un jeu, mais c'est pas structuré, c'est rare que j'écrive vraiment des pieds sur une feuille, donc devoir préparer un truc avec des informations un peu plus médicales, un peu plus structurées, un peu plus réfléchir à cette carte-là, il faut que je la note parce qu'il y a un truc. Je suis pas un mec qui travaille ses vidéos pour avoir envie de faire ça, quoi, tout simplement. David Choma, renvoies-tu les jeux que les éditeurs t'offrent quand tu les aimes pas? Et comment dire du mal du jeu que l'éditeur te donne? Eh ben non, je ne rends pas les jeux, je les revends. Tout simplement, comme un gros bâtard, on est d'accord, hein, mais non, je ne rends pas les jeux, je vais pas m'amuser à payer des frais de port pour renvoyer les jeux que les éditeurs m'envoient, et en plus, je sais même pas ce qu'ils en font. Il y a une fois où j'ai renvoyé les jeux, c'est l'année dernière, pour le financement participatif de Too Many Bones, hein, la seconde vague, enfin la troisième vague en réalité. Il m'avait envoyé des persos que j'avais déjà, parce que j'avais déjà la version américaine, hein, j'avais déjà financé le jeu moi de mon côté, donc comme je savais que j'allais à Cannes la semaine d'après, j'ai pris les 2 persos que j'ai laissés sous blister, et je les ai ramenés à Guillaume, là, le community manager, lors de notre rendez-vous. Il était assez étonné, il m'a remercié, mais il était vraiment très étonné que je lui ramène des boîtes, que j'ai pris la peine de le prendre dans mon sac, de les tenir toute la journée, etc. pour lui ramener. Voilà, je l'ai fait parce que c'est le kit de game, j'entretiens de bonnes relations et que j'y allais à ce moment-là, mais sinon je ne l'aurais pas fait. Et comment dire du mal du jeu que l'éditeur te donne? Il n'y a aucun souci, hein. Déjà, la plupart des éditeurs sont bien conscients que lorsqu'on envoie un service presse, il n'y a aucune obligation de vidéo. C'est quelque chose qui est universel, c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est même signalé par les éditeurs quand ils nous envoient des jeux. Aucune obligation de faire du contenu. Et
on dit bien ce que l'on veut. C'est souvent précisé, il y a pas de quiproquo, pas d'embroglio. Après, est-ce que certains sont capables d'accepter la critique? Ça, c'est autre chose. Plein de personnes, et moi le premier en réalité, a du mal à accepter qu'il y ait quelque chose qui soit pas bon. Forcément, on met de notre personne dans un jeu, dans une vidéo, etc. Donc quand quelqu'un vient critiquer, que les critiques soient claires, expliquées ou pas, ça fait toujours un peu de mal. Mais les choses sont claires, voilà, il n'y a aucune difficulté là-dessus, c'est pas parce que je dis du mal d'un jeu que je dis du mal de la société en fait, c'est pas parce que je dis du mal du jeu là que je dis du mal du prochain jeu que j'aurai. Donc non, il n'y a aucun souci là-dessus, hein, c'est des fausses idées. Après, bon, moi j'ai en plus cette facilité que comme si je veux un jeu, si on me l'envoie pas parce qu'il y a une mauvaise relation avec leader, je peux me l'acheter, je ne dépends pas financièrement de ces envois de bruit de presse pour faire mes vidéos, donc en plus j'ai cette liberté supplémentaire pour être encore plus libre de parole, mais en réalité même sans ça, hein, même ceux qui n'ont pas mon salaire de médecin n'ont pas cette contrainte, hein, ça c'est vraiment des craintes de gens qui ne sont pas dans le milieu, ou alors des nouveaux youtubeurs qui se disent est-ce que si je dis quelque chose de mal, je vais encore avoir un jeu? Mais ça, c'est carrément un truc qui disparaît assez rapidement. Fab Boxto. Bonjour, que penses-tu du fait que dès qu'un jeu est vu sur les réseaux, soit directement hors stock, puis on passe à autre chose, et quand il arrive un nouveau stock, qu'on en a plus envie... Ok, bon globalement, qu'est-ce qu'on pense des jeux de la hype qui disparaissent, et puis finalement quand on refait du stock, on n'y pense plus parce qu'on est déjà passé à autre chose. Et c'est le reflet finalement de notre mode de consommation, hein, de manière générale, on est dans l'hyperconsommation, c'est une réalité. La plupart, quand on reçoit un service presse, on le reçoit maintenant, donc on va y jouer maintenant, on va en parler maintenant. On a souvent, moi si, j'ai de quoi jouer pendant 6 mois sans recevoir de jeu, mais souvent du coup toutes les vidéos sortent au même moment, et comme tout, quand le jeu revient en stock dans 6 mois, si personne n'en parle, on ne se rappelle pas qu'il est sorti, sauf si vous allez dans votre boutique de jeu et que votre boutique de jeu le met en avant, mais vous avez sinon déjà un petit peu oublié, vous y pensez à l'instant T, il est plus dispo, il y a tellement de sorties qui sortent que forcément vous passez à autre chose. Donc des fois moi je sors des vidéos en retard, non pas pour cibler, non pas parce que je le fais exprès de sortir en retard, c'est que dans mon planning d'organisation, je peux pas tout sortir en même temps, donc des fois il y a des choix, et donc des jeux qui sortent plusieurs mois après, parce que même si c'est souvent le cas, je suis souvent assez rapide à sortir les vidéos par rapport à la sortie, je ne cherche pas forcément à être le premier, ça me dérange pas que la vidéo sorte plus tard, parce que mes vidéos étant plutôt des vidéos parties, forcément qu'à la sortie du jeu, beaucoup de gens vont vouloir regarder comment ça marche, mais ce genre de vidéo continue de fonctionner sur le long terme. Donc même si moi je sors une vidéo 1 an après le jeu, et dans 5 ans, si vous cherchez à voir comment fonctionne le jeu, vous tomberez sur ma vidéo et elle continuera de marcher. Donc j'ai moins besoin d'être directement à la sortie du jeu pour faire les vues que les vidéos totalement review, etc. Alors j'essaie de les sortir assez vite quand même, parce qu'il y a quand même un peu plus d'emballement si on la sort tout de suite qu'un an après, mais forcément le fonctionnement de notre société de consommation et le fonctionnement de YouTube fait qu'on a surtout une grosse piqûre de rappel au début et après plutôt de retour. C'est le jeu aux éditeurs de peut-être trouver un moyen de communiquer différemment, d'envoyer des boîtes lors des réassorts. C'est jamais le cas, hein. J'ai jamais quelqu'un qui m'a contacté disant notre jeu revient en stock, est-ce que tu le veux maintenant? Si, ça m'est arrivé une fois, mais c'est très rare. Et voilà, il y a peut-être aussi un travail de la part des éditeurs pour communiquer. Que penses-tu de l'option solo d'un jeu? J'ai l'impression que l'on fait une règle solo parce qu'il le faut. Oui, c'est sûr que ça fait vendre, encore plus sur les financements participatifs. On est une niche, mais une niche avec un pouvoir d'achat. Les joueurs solo jouent plus, puisqu'on n'a pas cette limitation d'être avec les autres. On joue quand on veut, comme on veut, donc on va acheter plus. Et donc clairement, un mode solo, c'est un argument fort pour vendre un jeu. Est-ce que ça va vraiment impacter la vente? C'est autre chose, mais c'est un argument fort, donc c'est sûr qu'il faut un mode solo. Et donc certains sont des modes solo qui n'ont pas lieu d'être. Mais bon, voilà. À moi après de prêcher la bonne parole, de dire si ça vaut le coup ou pas. Fox Arnold, comment expliques-tu ta longévité sur YouTube? Donc Fox Arnold fait partie de mes tout premiers abonnés, de mes 2 premières chaînes. Moi j'ai commencé YouTube en 2013, ça va faire 13 ans, mais en fait ça fait 12 ans et demi parce que j'ai commencé en septembre, 13 ans que je suis sur YouTube, à faire des vidéos toutes les semaines, au départ 1 fois par semaine, et à part une période où j'ai arrêté pendant 6 mois, ou 7 mois, je ne sais plus, j'ai toujours fait des vidéos toutes les semaines, depuis du coup plus d'une dizaine d'années. Comment j'explique ma longévité? Déjà, c'est devenu une routine. C'est important, hein. Ça peut paraître défaitiste, un peu déprimé, etc. Mais c'est devenu une routine, ça fait partie de mon mode de fonctionnement, donc j'ai l'habitude. Et à partir du moment où j'ai l'habitude, ça me prend beaucoup moins de charge mentale de le faire. Et puis la passion, hein, j'ai changé de passion, d'expression de passion, j'ai changé de manière de communiquer, etc. Puis forcément,
quand une chaîne fonctionne, même si c'est pas... voilà, c'est motivant, hein. Celle-ci marche mieux que la précédente, qui marchait mieux que la précédente, donc ça donne envie de continuer. C'est la renommée, ça joue sur l'ego, etc. Donc ça donne envie de continuer, hein, tout simplement. Galdir, hello, on peut avoir une petite photo de ton setup pour enregistrer tes photos. C'est possible, et bah voilà, je vais la prendre en photo. Goffy Duck, quand est-ce que tu reprends les présentations, les vidéos de présentation du full set Nintendo 64? Et bah oui, le projet de ma précédente chaîne de jeux vidéo, après avoir présenté l'entièreté des jeux Mega Drive sortis au format PAL, j'ai commencé la même chose sur le format 64, mais c'est là que j'ai commencé à me démotiver de cette chaîne YouTube, à avoir celle-ci qui prenait de plus en plus d'ampleur. Et donc bah, j'ai arrêté au bout de 3 vidéos, alors qu'il devait y avoir normalement, bah, je présentais 10 jeux par vidéo, donc il devait y avoir 25 vidéos sur le full set ou 24 vidéos sur le full set Nintendo 64. Cette série est arrêtée et ne reprendra jamais. Greg, bonjour, as-tu déjà été approché par des créateurs-éditeurs pour une analyse avis sur des prototypes? Ah bah oui, ça arrive très fréquemment. Forcément, vous les voyez pas, j'en fais pas de vidéo, hein, parce que, alors sauf si c'est des prototypes qui ont un financement participatif, mais la plupart sont vraiment juste des créateurs qui n'ont jamais été édités ou des auteurs qui ont déjà été édités. Ben, ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des prototypes, de les renvoyer ou de jouer sur TTS pour vous donner un petit peu mon avis, uniquement sur le mode solo, hein, forcément. Hein. On vient me voir un peu pour cette casquette. Là encore à Cannes, hein, j'ai notamment un ou deux rendez-vous pour ce genre de choses, qui est plutôt sympa. Bon, ça me stresse un petit peu parce que souvent on me regarde, on me demande mon avis tout de suite, alors moi j'ai besoin d'un peu de temps, d'absorber, de réfléchir, de rejouer sans la pression du mec qui me regarde pour me donner un avis un peu plus construit, un peu plus réfléchi, mais toujours une bonne expérience quand même. Grégory, les jeux qu'on voit derrière toi, ils sont là pour une raison précise, ou bien c'est juste qu'ils sont organisés ainsi? J'ai à chaque vidéo envie de ressortir l'expédition perdue. Et ben, quand j'ai eu cette table que j'ai organisée, ben forcément j'ai réorganisé les jeux et j'essaie de trouver les jeux qui étaient le plus jolis. Donc c'est pour ça que là il y a les Everdell, c'est pour ça qu'il y a les boîtes de Villainous. Dice Run, c'est important pour moi parce que j'y joue assez régulièrement, donc il fallait qu'il soit accessible et que je trouve les boîtes cool. Là, il me fallait de la place pour la lumière et bah, les couleurs correspondent très bien. Et là, ce sont des petits jeux solo, pareil, je trouvais que c'était joli. Donc oui, c'est surtout un côté de praticité, hein, parce que les jeux qui sont derrière moi sont un peu moins jolis, parce que je sais que je les cache. Donc c'est des jeux que j'aime beaucoup, sauf Everdell, je suis pas un fan inconditionnel, mais je trouve que c'est joli. Koam, combien de temps te faut-il pour faire et mettre une vidéo sur YouTube? Eh ben, une partie solo qui va durer 45 minutes. Généralement, la partie en elle-même dure 1 heure, plus mon avis qui dure 6 à 8 minutes, plus l'intro qui dure 40 secondes. Donc, tourner une vidéo, ça me prend 1 heure et quart. Quand je fais le montage d'une vidéo, je rajoute entre 40 à 50% du temps total de la vidéo en montage, parce que je coupe les blancs, je coupe je coupe les respirations un peu fortes, et des fois je coupe des moments où j'ai bugué, où je recommence. Donc je dois quand même écouter ce que je dis pour essayer que la vidéo soit la plus propre possible. Donc globalement je rajoute 50% du temps total en plus. Donc sur une vidéo 1 heure et quart, et ben ça me prend globalement 1h40. Et sur mon planning, sur les tâches, la plupart des vidéos en réalité je mets 18 unités de temps, donc 1h30 pour le faire. Donc j'ai 1h15 plus 1h30, 1h40. Ça me fait un tout petit peu moins de 3 heures. On va arrondir à 3 heures parce qu'il y a le temps de préparation de la miniature. Donc 3 heures pour faire une vidéo, 2 parties. Une vidéo du samedi qui dure 20 minutes, et bah forcément, 20 minutes c'est en fait 30 minutes de tournage et du coup 45 minutes de montage. Ça sera plutôt sur l'heure de 1h30 pour une vidéo du samedi qui est un peu plus courte et qui est beaucoup plus facile à monter. Et après, il y a le temps de jeu, de lecture de règles, mais qui compte pas. Je compte pas ça comme du travail, je compte ça comme du plaisir de jeu. Je sais que j'entends souvent dire « Ouais, une vidéo, ça me met 10 heures, il faut que je lise les règles, il faut que je joue. » Ça compte pas, ça, c'est le plaisir de jouer. S'il n'y avait pas de vidéo, vous liriez les mêmes règles et vous joueriez au même jeu. Koam, toujours, as-tu déjà pensé à faire des lives jeux de société? J'y ai pensé, mais impossible. Mon ordinateur est là-bas, ma table est ici, mon appareil photo est là, je retire la carte mémoire pour aller la mettre sur mon ordinateur. Je n'ai pas de moyen d'avoir mon ordinateur ici, connecté, etc., sans que ça soit le bordel, sans que ça soit des câbles dans l'entrée de la porte. Donc d'un point de vue organisation, c'est pas possible, et la taille du bureau fait que c'est pas possible d'organiser autrement. Koam, toujours, y a-t-il des abonnés qui t'ont déjà reconnu dans la rue? Dans la rue, non. En convention, forcément. Et si oui, y a-t-il eu des relous? Oui, il y a eu des relous. Il y a des gens qui sont un peu chiants, qui sont un peu envahissants, et auxquels tu n'oses pas leur dire
tu essaies de leur faire comprendre qu'ils te saoulent en regardant un peu ailleurs, en ne répondant pas trop, etc. Mais bon, bah voilà, il faut quand même ne pas trop passer pour un connard auprès des gens qui t'apprécient, qui sont contents de te voir, mais certains sont un petit peu insistants quand même. Hein. Mathis, est-ce que tu aimerais un jour vivre seulement des jeux de société ou travailler pour une maison d'édition? T'es le boss, bisous. Non. J'ai un certain confort de vie, j'ai beaucoup de choses à payer, beaucoup de prêts, je n'aurai jamais le même confort de vie en travaillant dans le jeu de société. Alors oui, l'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait quand même beaucoup de choses, donc non. Max Tax, question assez pertinente pour un joueur solo. Comment tu fais pour apprendre et retenir toutes les règles, tout en y revenant dessus, même quelques mois plus tard? C'est intéressant, quand je n'y arrive pas, je me retape à chaque fois le livret de règles. Et ben moi c'est pareil, si je rejoue à un jeu, sauf si c'est un jeu auquel j'ai déjà joué 40 parties, je me refais le livret de règles, mais comme j'y ai déjà joué, la lecture se fait plus rapidement. Et encore une fois, moi, ça me va de faire des erreurs de règles, d'avoir des petits oublis, etc. Ça me va encore plus que sur les parties où je rejoue. Je sais qu'il n'y aura pas de vidéo après, donc si j'ai fait une erreur, personne ne me le dira, ça passera comme une lettre à la poste. Donc je relis les règles, mais ça va beaucoup plus vite, parce que comme j'ai déjà joué, qu'en plus je me suis déjà tapé une vidéo où j'ai monté la partie, et ben j'ai retenu d'une manière un peu plus peut-être importante que la moyenne les règles, retenu d'une manière plus importante, mais avec toutes les erreurs que vous connaissez bien évidemment. Miss Crazy remplace Cannes par Vichy Pro. Il n'y a pas de question là. T'as pas compris. Oui, il paraît que Vichy Pro c'est très bien. Le problème c'est que je prends souvent des vacances début septembre pour être là à la rentrée des classes de ma fille. Et du coup prendre des vacances pour après être à nouveau lors de la 3e semaine de septembre en congé une demi-semaine, bah, ça le fait pas trop pour mes patients, pour surtout mes collègues qui doivent assurer le cabinet quand je suis pas là, donc compliqué. Et Cannes, moi j'y vais pas tout seul, j'y vais avec ma fille et ma femme. Elles viennent pas avec moi, mais on se prend un Airbnb qui est sympa, avec un jacuzzi bien placé, avec une petite aire de jeu pour enfants pas loin, histoire qu'elles puissent profiter, vivre une bonne semaine de vacances, pendant que moi je suis pas là. Alors que aller leur dire viens, on va à Vichy, en plus hors période scolaire, c'est un petit peu moins vendeur. Mais de toute façon, tout ça c'est réglé. Ma compagne reprend ses études en septembre. Mon planning va être pas mal bouleversé. Je vais devoir un petit peu plus m'occuper de ma fille, m'organiser avec le cabinet pour être toujours là pour les sorties d'école de ma fille, etc. Et donc, les années prochaines, je n'irai ni à Cannes, ni aux Fidji, ni à Vichy, parce que ma compagne n'aura pas de vacances et que je serai obligé de m'occuper de ma fille. Donc, de toute façon, tout ça, c'est terminé. Papa Brice, hello Zogma, quelques questions pour alimenter ta vidéo. Penses-tu pouvoir échapper longtemps à la facilité de faire des vidéos top 10? Et ben moi, j'en fais quand même régulièrement des top 10. J'en fais 3. Je fais 3 tops par an à peu près. J'aime faire ces tops, et en plus ça marche beaucoup, donc j'ai déjà cédé à la facilité depuis le début de la chaîne. Que ressens-tu lorsque tu es contacté pour faire des segments dans d'autres vidéos? Ça dépend. Alors là tu cites Lisfy, il faut savoir que Lisfy c'est moi qui l'ai contacté. Je lui ai envoyé un mail pour lui dire j'aime ta série, si jamais tu fais une nouvelle saison, tu cherches des nouvelles personnes, et bah je suis chaud si jamais ça t'intéresse. Donc là c'est moi qui suis porté volontaire. Après, ça me dérange pas qu'on me contacte pour participer à des vidéos, etc. Mais d'un autre côté, ça me saoule aussi. Ça me fait chier de devoir prendre du temps en plus sur mon organisation pour tourner 1 minute de vidéo, pour machin, etc. Et ça dépend aussi un peu les personnes qui me demandent, parce que forcément on n'aime pas tout le monde de la même façon, toujours difficile de dire non, parce qu'on va passer pour le connard, et en même temps faire l'effort pour des personnes qu'on aime moins, c'est toujours un peu relou, donc généralement je le fais quand même, mais pas toujours de gaieté de cœur, parce que comme je vous ai déjà dit, il y a beaucoup de personnes que j'aime pas, donc il faut pas grand chose moi, mais bon, je prends un peu sur moi pour arrondir un peu les angles. Penses-tu que les chaînes YouTube québécoises sont meilleures que les chaînes françaises? Non. En réalité, moi, je suis pas tant de chaînes YouTube que ça. Hein. Je suis vraiment pas grand monde. Des chaînes québécoises, j'en connais que 2. Je connais la Société des Jeux et la Zone Jeux de Société. Et je suis surtout la Société des Jeux. Mais non, je ne pense pas que ces chaînes-là apportent quelque chose que les chaînes françaises ne proposent pas non plus. Te considères-tu comme un influenceur et as-tu conscience de l'emprise que tu as sur les personnes qui te regardent pour les inciter ou acheter ou non un jeu que tu présentes? Oui, je me considère comme un influenceur parce que j'ai bien conscience, pour le coup, des commentaires qui me disent bah merci, je vais pas l'acheter, ou ok, je vais l'acheter, ou ok, t'aimes pas ça, mais je vais l'acheter quand même. Hein. Donc oui, je sais bien qu'à partir du moment où je fais des vidéos qui sont un peu vues, ça influence. Donc oui, on peut me dire influenceur. D'ailleurs, sur le badge du Festival de Cannes, il y a écrit influenceur YouTube. Et je crois que c'est moi qui ai écrit ce truc-là. Hein. C'est pas eux qui ont décidé cette dénomination, c'est moi qui ai écrit ça sur quel est votre type d'activité. Patrick Mathieu, regardes-tu de temps à autre la chaîne Les Joueurs du Dimanche? Absolument pas. On va y revenir, mais jamais de la vie. Sridé, espères-tu devenir membre du jury du FIGE de Cannes ou autre prix ludique? Et question subsidiaire, mérites-tu une catégorie jeu solo dans ces prix ou labels? Merci. Alors, je vais la déconstruire en 2 questions. Il y a espères-tu devenir membre? Et si on te propose, est-ce que tu acceptes?
Espères-tu devenir membre? Jamais de la vie. Je vous ai dit, j'aime pas les gens. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai un planning très cadré, et en plus j'aime être tout seul, j'aime être avec mon jeu. Aller me taper 3 ou 4 week-ends dans l'année pour aller voir des gens que j'apprécie pas forcément, et parler de ça, c'est une perte de temps incommensurable. Moi, pendant ce temps-là, du coup, il faut que j'arrive à faire mon ménage un autre jour dans la semaine, il faut que j'arrive à faire mes montages un autre jour dans la semaine. Ça veut dire aussi jouer peut-être à des jeux qui, alors même si je joue à beaucoup de jeux avec un large spectre, ça veut dire aller jouer à des jeux qui ne m'intéresseraient pas, aller jouer peut-être à plus de jeux pour enfants, plus de jeux multijoueurs qui n'ont pas de solo parce qu'il faut... Non, c'est une immense perte de temps. Alors après, je ne sais pas si c'est payé ce temps-là, mais franchement, ça me fait chier. Et en plus, tout ça pour que finalement je fasse partie du jury, mais l'avis final sera peut-être pas mon avis à moi, c'est un comité, donc on est plusieurs à choisir. Donc je suis peut-être pas totalement d'accord avec ça, sans avoir le droit de dire que je suis pas d'accord. Et en plus, pour que et tous les connards sur Facebook qui viennent me dire que j'ai choisi ça, que c'est nul, que je suis qu'une merde, etc. Et jamais de la vie. Par contre, si on me propose, et ben là, je me pose des fois la question, même si j'en suis très loin, ça n'arrivera jamais, parce que pour l'instant, il n'y a pas de solo. Tant qu'on parlera jamais de solo à l'As-d'Or, c'est sûr que moi, je serai jamais à l'As-d'Or. Si on me propose, et ben, je serais bien emmerdé, parce que le prestige, si on dit non, c'est sûr qu'on ne nous invitera plus jamais. Mais le prestige de faire partie de ça, je pense que je me laisserai tenter, mais pendant toute l'année, où en fait, j'ai été chef de clinique au département de médecine générale de la fac de Nancy. J'ai accepté, quand mon directeur de thèse me l'a demandé, qui était le président du DMG, donc il y a eu un petit conflit d'intérêts, mais j'ai accepté parce que je me suis dit, ok, c'est classe, le prestige. Tout le monde n'a pas l'occasion d'être chef de clinique, surtout à une époque où c'était beaucoup plus restreint que maintenant en médecine générale, et je me dis, ça peut être utile pour le CV, etc. Je l'ai fait pendant les 2 ans, parce que c'est 2 ans en clinique de médecine générale, et j'ai regretté. J'y allais à reculons, ça me prenait du temps, j'avais pas envie. Et je pense que ça serait exactement ça. J'accepterais parce que c'est cool de dire qu'on fait ça, mais ça me ferait tellement chier. Et du coup, aimerais-tu une catégorie jeu solo dans ces prix ou labels? Non. Ça ne me concerne pas tout ça, c'est plutôt des trucs à viser du grand public qui ont besoin d'avoir une recommandation, qui ont besoin d'avoir l'info que ok, ça c'est cool. Du coup, je m'en fous de qui gagne un truc avec un prix multi ou un prix solo, etc. Moi, j'ai mon avis, j'ai pas besoin des autres prix. Alors, Tibritz, bonjour. J'aurais voulu savoir si tu allais finalement jouer à Tainted Grail, la chute d'Avalon, et si tu vas en faire un retour de conclusion. Merci pour les vidéos. Oui, j'y joué. J'ai tellement adoré les ruines, le roi des ruines, que j'y jouerai. Mais pas tout de suite. Il faut que je laisse du temps entre eux. J'ai tellement de jeux à faire que je peux pas jouer 2 fois de suite. Enfin, je peux, mais j'ai pas envie de jouer 2 fois de suite à Tainted Grail. Donc, j'y jouerai dans quelques années, c'est sûr. Tortue Gaming, il joue à Cannes. Il joue à Cannes et son honneur. Ce qui me fait penser, as-tu déjà expliqué ce qu'est un zeugma sur la chaîne? Bon, du coup, je l'ai expliqué sur une autre question dans la première catégorie, mais le zeugma était très beau. Il joue à Cannes et son honneur, comme il prend la fuite et sa bite, je sais plus ce que c'est dit tout à l'heure, son manteau. C'était aussi un zeugma, celui-là est très joli. Tristan, est-ce que tu comptes faire du multi et faire de la review de tes parties en multi? Non. Déjà, j'ai qu'un micro, cravate, donc déjà, jouer à 2, c'est compliqué. Et puis ma chaîne, c'est vraiment sur le solo. Je donne des fois des avis sur des jeux auxquels j'ai joué en multi, comme Zenith, etc. C'est très ponctuel, mais non, je ne veux pas tout mélanger, c'est vraiment une chaîne dédiée aux joueurs solo et point barre. Vince Loujuka, salut Zogma, Etrigan a fait une vidéo où il classe l'ensemble des jeux de sa ludothèque. J'ai trouvé le concept très intéressant, ça ne te tente pas? Eh ben, je ne savais pas qu'il avait fait ça, j'irai regarder. Il y a beaucoup de jeux, donc si je dois parler de 730 jeux, c'est une vidéo qui va durer, une série de vidéos qui va durer des semaines et des semaines, à voir comment il l'a fait, à voir comment il l'a présenté, mais je ne savais pas. Et enfin, Willow, c'est une bonne situation, ça youtubeur, et ben plutôt. Je sais que la question c'est plus une blague qu'autre chose, mais plutôt. On gagne un peu d'argent avec YouTube, on a des boîtes des éditeurs, ça permet de faire un circuit court où finalement je n'ai pas vraiment de dépenses pour ma passion, et ça c'est plutôt chouette. En plus, la plupart vont me donner pas mal d'amour, et ça c'est chouette. Ok, allez, il nous reste 2 catégories, là on va passer à la partie piquant. Les questions un petit peu plus méchantes avant de passer à la partie la plus grosse qui sera vraiment des questions un peu plus précises sur les jeux de société. Alors, nous avons Carton Geek, j'aime pas les facs. Et en réalité, moi non plus. Mais quand on n'a pas d'idée, on pompe sur les autres. Clark Owens, as-tu déjà consulté pour ta silogomanie? Si oui, pourrais-tu nous indiquer le nom du médecin concerné afin que nous l'évitions? Évitez-moi, bien évidemment. Clark Owens, as-tu déjà joué à d'autres jeux? Non, pas du tout. As-tu déjà joué à des jeux d'autres créateurs de contenu, comme Etrigan? Je pense qu'il n'y a que lui d'ailleurs. Ah non, il n'y a pas que lui, il y a
Bref, je sais plus comment il s'appelle. Et si oui, qu'en as-tu pensé sans langue de bois? Eh ben non, je n'ai pas joué au jeu d'Etrigan. Souvent, ce sont des print and play. Moi, ça me casse les couilles. Je réponds un peu à une prochaine question. D'imprimer et que ça soit en bonne qualité pour donner envie de jouer. Ou est-ce que je les range après? Donc non, je n'y ai pas joué. J'ai quand même, quand j'ai appris que son dernier là, avec avec un vampire ou je sais pas quoi dessus, qui avait une version quand même achetable déjà imprimée. J'ai essayé le dernier verset, j'ai essayé de l'acheter, mais c'était déjà en rupture de stock, donc bah, voilà. Clark Owens, l'est toujours. Il m'a posé, je crois, 15 questions. Merci. Les livres dont on est le héros écrits par Fabien Olicard, on est bien d'accord que c'est nul. Et ben je ne savais pas non plus que Fabien Olicard avait écrit des livres dont on est le héros, et figure-toi que j'avais eu ta question. Et hier, je me suis baladé aux cultures avec ma fille, et je suis tombé dessus. Et du coup, j'ai parlé de toi à ma compagne, je dis, ah bah il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était de la merde. Mais du coup, je n'en sais rien. Toujours Clark Owens, quels sont les youtubeurs que tu aimes le moins et pourquoi? Eh ben, les joueurs du dimanche, je ne supporte pas. Certes, la qualité est au top, mais je les trouve globalement faux. Déjà, j'aime pas cette ambiance. Alors déjà, c'est du stream. Alors me taper une rediff de 2h40, 3h, alors que moi j'aime aller à l'essentiel, j'ai pas le temps, j'ai pas ce temps à foutre là. Rofello, ça reste quand même quelqu'un qui est globalement un bof. Moi je suis un bof, mais je suis pas un bof macho où dès qu'il y a une meuf, je fais des blagues toutes les 2 secondes disant que j'aimerais bien me la taper. Je trouve ça très relou. J'aime pas, je trouve l'ambiance assez malaisante, et puis je trouve pas qu'il y ait des avis. C'est peut-être des très bons, je vais dire médiateurs, mais ils font peut-être des vidéos avec une bonne ambiance, et que si on est sur leur stream, qu'on aime l'ambiance, ça marche très bien, mais auprès de moi, ça ne marche pas du tout. J'aime pas du tout ce genre de contenu. Et sinon, après, il y a 2 catégories de youtubeurs, puisque des youtubeurs bien précis, c'est ceux qui se disent tous « Ouais, moi, l'algo m'aime pas, pour ça que ça marche pas, mes vidéos », bah non, en fait, il n'y a pas un algo, il y a des algorithmes, et il n'y a personne qui t'en veut. Si tes vidéos ne sont pas vues, c'est peut-être qu'il y a un problème, en fait. Et je dis ça alors que moi, j'ai des vidéos qui bident, hein, et je suis bien conscient de ou pas, mais je sais que le problème n'est pas YouTube, le problème est mon contenu, ma personne, mes blagues qui sont peut-être fausses, ou je sais pas, mais voilà, j'aime pas les gens qui pleurent pour expliquer leur échec de leur vidéo, même pas de toute leur chaîne, mais de leur vidéo, disant que c'est l'algo le problème, que depuis le nouvel algo, tout le monde fait moins de vues. Non, en fait. Et ceux que j'aime encore moins, c'est ceux qui sont sur les posts Facebook, dès qu'ils sortent une nouvelle vidéo, à mettre leur vidéo sur tous les groupes Facebook qui existent. Moi, je ne fais jamais de pub pour mes vidéos, je poste jamais nulle part. Je n'ai pas imposé aux gens ma vidéo. Les gens, ils sont sur un groupe Facebook pour parler entre eux, non pas pour voir des posts à tirer l'arigot toute la journée aux gens qui font leurs vidéos à la con. Franchement, ça me saoule. Voilà. Voilà les youtubeurs que j'aime pas. Ensuite, Frost Solo. Mauvaise idée en effet. Comme tu le souhaites, voici donc une question plus personnelle. As-tu déjà pensé à demander de l'aide pour soigner ta ludogomanie aiguë? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Godine Ludovic, je remarque que t'es... Alors, celle-là, c'est la plus piquante parce que je m'y attendais vraiment pas. Le mec, il m'a détruit. Je remarque que t'es super nerveux quand tu joues. Tu vas toujours très vite, trop vite, et souvent tu te fais rétamer par le jeu, et je pense que c'est à cause de cela. Ce n'est pas vraiment une question. Si ce n'est, en es-tu conscient? Et bah déjà, j'avais pas conscience de me faire étamer par le jeu. Certes, il y a des fois où je perds, mais j'ai quand même l'impression d'avoir un bon pourcentage de victoires sur les jeux, et je ne suis pas super nerveux en fait. Je sais pas ce qui te donne ça, peut-être le fait que j'aille vite, mais c'est pas de la nervosité, je vais vite de manière générale, et en plus je cut sur une vidéo. Donc forcément, ça peut donner une impression qu'il y a eu moins de réflexion, que je vais à l'essentiel, que je bourrine comme un bâtard, mais pas du tout. Voilà, tu m'as vraiment eu par surprise, je pensais pas que j'allais entendre que je me faisais rétamer par le jeu. C'est peut-être vrai, hein. J'ai pas la réponse à cette question, mais qui n'en était pas vraiment une. Et du coup, non, je n'en suis pas conscient. Mais merci pour ta remarque, ça m'a fait rire. Koam, que penses-tu honnêtement des youtubeurs de jeux de société et de leurs vidéos ultra longues, que ce soit leur personne ou leurs vidéos? Sans langue de bois, sans mâcher tes mots, ni mettre de l'eau dans ton vin. Du coup, si tu parles des youtubeurs de jeux de société et de leurs vidéos ultra longues, tu parles des Trigan en fait. Alors, tu parles peut-être des joueurs du dimanche, mais je leur ai déjà mis leur sauce juste avant. Mais globalement, je pense que c'est Etrigan dont tu parles. Je ne suis absolument pas Etrigan parce que je n'ai pas 4 heures, 7 heures, 8 heures des fois devant une vidéo. Mais pour le coup, Etrigan est vraiment quelqu'un qui ne fait de mal à personne. Il n'est pas du genre à aller se plaindre des résultats de ses vidéos. Il n'est pas du genre à aller poster ses vidéos. Il fait son truc dans son coin et il se fait plaisir et il s'en fout un peu des commentaires et de ce que pensent les autres. Forcément, on a tous notre susceptibilité, notre sensibilité, mais il fait son truc, il fait de mal à personne. Donc moi, je ne regarde absolument pas ses vidéos parce que je n'ai pas que ça qu'à foutre, mais c'est vraiment quelqu'un, je trouve, qu'on ne peut
où on ne peut rien dire sur son contenu, quoi. C'est pas lui qui va faire du truc putaclic, qui va forcer, qui va... Alors oui, il est peut-être un petit peu trop enjoué, il est peut-être un peu trop tout est merveilleux, mais je pense que c'est sa personnalité, hein, parce que il a toujours, du peu que je le connais, toujours été comme ça, toujours à mettre en avant, etc. Et donc bah, c'est juste un mec qui aime bien tout, qui est juste pas critique, et donc peut-être qu'on peut moins prendre en compte son avis, parce qu'il est un peu trop enjoué sur tout, mais on ne peut pas remettre en compte sa passion, on ne peut pas remettre en compte son type de vidéo. Alors oui, c'est pas quelque chose qui est regardable par tout le monde, mais il fait son truc, il est dans son coin, et il fait chier personne, et il essaie même pas d'être au-dessus des autres, il essaie pas de pousser, de gagner en visibilité, il monétise même pas ses vidéos. Enfin, globalement, je pense qu'on peut ne pas aimer, on peut pas dire grand-chose sur lui, je pense. Et là, on va dire que c'est du politiquement correct, mais c'est vrai, je ne regarde pas ses vidéos, mais je peux juste dire qu'il fait des vidéos, que je sais pas comment il fait une vidéo de 8 heures, mais c'est tout, quoi. Manuel Bourki, tu penses quoi du jeu des Trigan? Question vache. Bah, du coup, il en a 3, il a la Terre des 8, il a le Print and Play d'infiltration, et il a le dernier verset, et bah j'ai joué à aucun des 3. Donc, aucun avis. Aux petits oignons, es-tu aussi vulgaire quand tu joues? Bah, je pense que je suis plus vulgaire quand je joue que quand je ne joue pas, parce que j'ai tendance en filmant à cut, mais putain, mais nique ta mère, mais fais chier, etc. Alors que en solo, bah, quand je suis tout seul, je peux le dire. C'est d'ailleurs, on répondra à la question après, mais globalement, c'est les seuls mots qui sortent de ma bouche quand je joue, ce sont des gros mots, hein, parce que j'ai pas trop de raison de parler à part pour m'énerver. Phil Wad, lors de ton passage à la reprise éphémère de Luddy Corner par les foufous en cravate, Wawa avait posé et avait posté, et lors de la question quel est le youtubeur que vous aimez le moins, ta réponse a été coupée. Mais quelle est-elle et pour quelle raison? Bah, c'était... Alors Wawa il a coupé parce qu'il ne voulait pas de drama sur sa chaîne, hein, il veut que ce soit politiquement correct, mais moi j'ai dit les joueurs du dimanche, tout simplement. Et Alex, il n'avait pas dit ça, il avait dit autre chose, mais je ne sais plus. Puis je l'aurais pas dit, parce que pour le coup, moi je veux bien couler, mais je coule pas les autres, hein, je suis pas comme ça. SG Tracard, bonjour Zogma, la seule chose qui fâche, là tu mets le point sur quelque chose qui est vrai, c'est de devoir regarder une publicité de 15 secondes pour une annonce qui en fait 59. Et bien là tu as tout à fait raison, j'ai pas du tout pensé que cette vidéo faisait de la pub. En fait moi j'ai YouTube Premium, donc en fait j'oublie totalement qu'il y a des pubs sur les vidéos, et c'est vrai que pour une vidéo de 59 secondes se taper une pub, et encore 15 secondes t'as de la chance, hein, parce que généralement j'avais pour mémoire qu'ils enchaînaient 2 pubs de suite pour 30 secondes, et là ça le fout mal. Donc là t'as totalement raison, j'aurais pu la désactiver. D'où ma question est la suivante, est-il primordial pour toi de mettre des publicités dans des vidéos, ou peux-tu faire comme Etrigan, ne pas en mettre? J'imagine que si tu es médecin, tu ne dois pas être dans le besoin. L'argent récupéré sur YouTube est-il vital pour toi, ou est-ce par principe? Tout travail mérite salaire, merci pour tes réponses. Je ne vois aucune raison de ne pas mettre les pubs. Aucune. Tout le monde le fait, à part Etrigan, mais c'est vraiment devenu, en 2026, une norme. Donc, à partir du moment où, comme tu le dis, tout travail mérite salaire, et surtout que maintenant c'est quelque chose d'acquis, les pubs, et puis en plus moi je les vois même plus parce que j'ai YouTube Premium, que je ne vois pas pourquoi je ne les mettrais pas. Ça me rapporte entre 200 et 300 euros par mois, ce qui n'est pas rien, ce qui est d'ailleurs mon seul revenu YouTube, hein. Il n'y a pas de Patreon, je suis pour l'instant pas rémunéré par les éditeurs, on va essayer de travailler un peu là-dessus par contre, donc il n'y a pas de raison de ne pas les mettre. C'est pas un besoin, comme tu le dis, je suis médecin, j'en ai pas besoin, mais eh ben, c'est quelque chose en plus, c'est quelque chose qui me fait dire que ce travail-là, il n'est pas fait totalement pour rien. Alors certes, il y a vos retours, etc., mais c'est une motivation supplémentaire, il y a ça en plus, et donc pourquoi m'en priver, hein? Que je mette les pubs ou pas, le travail, la vidéo est la même, et donc bah, autant avoir les 300 euros qui viennent avec. Voilà. Sylvain Vaillant, comment sont globalement les relations entre les influenceurs du jeu lors d'événements, et aussi vis-à-vis de toi? Froid, amical, chaleureux, focuserie. Les événements, moi j'y vais pas. Ça m'intéresse pas, je ne vais qu'à Cannes. Et parce que j'ai créé cette routine d'y aller avec ma fille et ma femme. Si elle venait pas avec moi, je n'irais pas non plus, parce que ça me ferait chier, quoi. Moi du coup, je suis Zogma en solo, hein, je suis assez seul, je regarde assez peu d'autres vidéos. La seule chaîne où je commente, c'est deux seules chaînes, c'est celle d'Alex en cravate, mais avec qui je suis ami maintenant, et celle des Ludovores, et qui, comme ils habitent au Japon, on les voit pas vraiment. Donc j'ai vraiment très peu de contact avec les autres, et quand à Cannes finalement il y a une réunion avec un éditeur et qu'on est plusieurs, je parle pas vraiment aux autres. Déjà la plupart je les connais pas trop, je ne sais pas s'ils me connaissent non plus parce que je suis plutôt dans l'univers solo, ils sont moins intéressés, tout ce qui va être Instagram, tout ça, j'y connais rien, et donc moi je vais pas trop vers les autres. Déjà je suis timide, et j'ai un peu toujours l'impression que les gens n'ont pas trop envie de... Si c'est pour raconter des banalités, ok, ça m'intéresse pas, et si c'est pour entendre quelqu'un expliquer, ou que moi j'explique ce que j'ai bouffé la veille au repas,
ça intéresse personne. Donc moi je reste dans mon coin. Je dis qu'il y a 2 personnes avec qui je commente, mais il y a aussi, alors je commente pas ses vidéos, mais je le regarde et je joue avec lui en réalité avec plaisir, c'est jeu en carton, mais à part les 3 là, il y a personne, et donc moi je me mêle pas aux autres en fait, ça m'intéresse pas, je suis dans mon monde, je fais mon truc, et je vais pas voir les autres. Après j'imagine que comme tout, il y a tout le monde qui s'aime, tout le monde c'est trop cool, patati patata. Moi c'est pas le cas, il y a beaucoup de gens, je vous l'ai dit, que j'aime pas, et j'ai pas vraiment envie de passer une journée avec des gens que j'aime pas, faire semblant que j'aime pas. Donc moi je préfère rester dans mon coin, et ne pas trop me mêler aux autres, ou alors si je me mêle aux autres parce que le moment fait que, bah, je parle pas, je reste là et puis j'attends que ça se passe. 3D Beginner, le king du putaclic en ce samedi matin? Eh bah oui. Figure-toi que faire une annonce de foire aux questions, il n'y a rien de moins glamour. Comment tu veux faire que les gens, il faut que les gens regardent, parce qu'il faut que les gens te posent des questions, mais comment tu veux faire un peu de clic pour que les gens regardent? Et bah là, pour la première fois de ma vie, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, donne-moi un titre, et qu'est-ce que je peux mettre sur la miniature? Et je lui ai obéi. Il m'a fait 3 propositions, j'en ai choisi une, et basta, première fois que je le fais, et ça a plutôt bien marché, les gens ont cliqué. Maintenant, il va falloir que les gens cliquent sur cette vidéo, forcément, elle va faire beaucoup moins de vues que la précédente, mais j'ai tout demandé à ChatGPT, et oui, et c'est le king du putaclic, je le remercie. Et ensuite, j'avais dit pas de questions politiques, j'ai juste gardé celle-ci pour faire un tout petit rappel de WDC. Appelles-tu au boycott du youtubeur ludique problématique Etrigan? Dans une vidéo qu'il a vite effacée, il a déroulé un discours nauséabond d'extrême droite concernant les actions visant à interpeller l'opinion publique sur les discriminations qui touchent les minorités et leur non-représentation dans les jeux de société. Je réponds juste celle-ci parce qu'il y a quelques mois, tu m'as dit que j'étais un facho. Parce que quand j'ai parlé du jeu de la bohème, qui s'appelle la bohème, en disant que ce jeu filait de la syphilis, parce que le jeu a une carte que l'on peut piocher qui est la syphilis, et qu'on est dans l'univers de la bohème, donc le Paris du XVIIIe siècle, si je dis pas de bêtises, 19e, je sais plus quel siècle, 19e, où les artistes vivent un petit peu leur mode de vie les plus fous et font un peu des bêtises, etc. Donc on parlait absolument pas des bohémiens, des gens du voyage, et je ne faisais absolument pas un rapprochement avec le fait que les gens du voyage pouvaient apporter des maladies, ça n'avait aucun rapport. Tu m'as traité de facho, tu m'as traité de tous les noms, et du coup venir sur ma vidéo pour aller chercher des problèmes aux autres, ce n'est absolument pas le sujet. Donc bien sûr, je t'ai bloqué. Sache que maintenant, tu ne mettras plus un seul commentaire sur la vidéo parce que une fois, ça va, 2 fois, on a marre. En fait, je ne savais pas même ce qui s'était passé. Après ton commentaire, j'ai demandé à d'autres personnes et ils m'ont dit que du coup, je ne sais plus quel jeu, il avait dit dans son avis que le jeu était trop woke. Je n'en sais pas plus. Dans tous les cas, je pense qu'il faut prendre avec des pincettes ce que quelqu'un dit en vidéo ou met en texte, puisque c'est une image figée, on ne peut pas interagir directement, on ne peut pas poser la question pour avoir une discussion en direct, c'est des commentaires interposés avec 2-3 heures d'intervalle, etc. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on entend en vidéo, sur ce que la personne a voulu dire, ce que vous pensez que la personne a voulu dire, ce que vous, ça réveille en vous. Il y a vraiment 3 manières d'interpréter le même message, donc il faut prendre avec des pincettes avant de traiter les autres de fachos, etc. Le problème ici que je vois, c'est que peut-être effectivement Etrigan a supprimé cette vidéo alors qu'il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose, et c'est vrai que si on supprime, c'est peut-être qu'on se sent fautif, et c'est pour ça que moi j'ai absolument pas supprimé ni changé le titre de la vidéo où tu m'as traité de facho. Mais Etrigan, c'est pas la première fois, hein, il évite les problèmes, et donc dès qu'il y a quelqu'un qui dit des trucs, il met en répertorié ou il supprime, histoire d'éviter toute polémique, parce qu'il ne veut pas se casser les couilles avec tout ça. Donc voilà, il faut, petit message disant qu'il faut faire attention à la manière d'interpréter les gens, de la manière dont les gens interprètent les choses. Il faut faire attention à la manière dont vous interprétez les propos et ne pas tout de suite s'offusquer. Peut-être que oui, peut-être qu'il a dit quelque chose qui était incroyable ou pas. Je ne veux pas le défendre sur ce point, je veux le défendre de manière générale, comment des fois on peut être traité de facho en 2 secondes. Voilà. Ça, c'est fait. Et voilà, après cette petite question bien piquante, on va passer à la partie vraiment jeu de société, à la partie la plus longue. Il y a une quarantaine de questions, donc on est là pendant encore une demi-heure. Désolé de vous prendre toute votre soirée, ou je sais pas quoi. Alors, Eddie Ludique, hello, est-ce que tu joues en silence ou avec un fond musical? Si, musique, quel genre? Imaginons un Zogba en cuir avec des clous joués sur du métal hardcore. Eh ben non, je joue dans le calme le plus complet ou avec un match de foot. Aucun autre bruit possible, même pas mon chat qui miaule, sinon chuc, il sort, je le fous dehors.
Adripocamp, quel est ton top 3 jeux solo préférés? Eh ben on a Ark Nova, on a Kingdom Death Monster, et je pense que maintenant on a Spirit Island, mais à réfléchir encore. Agnès Henry, j'achète pas mal de tes recommandations et j'adhère très souvent, mais bonjour le budget. Heureusement il y a Vinted, Le Bon Coin, et as-tu des adresses pour des occasions en français? Moi j'achète essentiellement sur Vinted, jamais sur Le Bon Coin, mais sinon il y a Ocaseo. Alors Ocaseo c'est vraiment un site pour les joueurs de jeux de société, vraiment à l'ancienne. Vous allez en faire du PayPal entre amis, etc., comme Le Bon Coin à la belle époque, mais ce sont des gens qui revendent des jeux de société souvent un peu plus premium. On a souvent des all-in de financement participatif. Voilà, on est vraiment sur des joueurs experts, et donc on a plus de choses un peu plus rares que sur Vinted ou Le Bon Coin. Et une dernière chose, je suis infirmière de bloc-up. Y a-t-il un jeu sur le milieu médical, chirurgical qui t'a plu? Eh ben non, mais en même temps je n'ai joué que à New York Service d'urgence niveau médical, je n'ai joué à rien d'autre, donc pour l'instant je ne peux pas répondre à ta question. Andrés Poisson, quelle mécanique te fait triper? Moi ce que je préfère, c'est le deck building, la sensation d'avoir un moteur, que ça va s'améliorer, qu'on est de plus en plus fort, jusqu'à arriver, bam, à foutre des grosses patates en fin de partie. Je trouve ça excellent. Antoine G, salut, ça fait longtemps que je te regarde et je joue solo grâce à toi en partie. Je voulais savoir si ça t'arrive beaucoup de tricher quand tu joues, pour le plaisir de continuer la partie par exemple, ou pour d'autres raisons. Eh bah oui, je triche, ça me dérange absolument pas. Alors ça dépend le genre de jeu, mais un jeu où tout tient sur un lancer de dés où j'ai fait 18 alors qu'il va falloir faire 19, je me l'octroie. Voilà, pas tout le temps, mais ça dépend l'ambiance, ça dépend le moment, ça dépend la criticité, le côté critique plutôt du moment. Après, s'il fallait faire 19 et que je fais 12, je me l'octroie pas, mais des fois, quand ça se joue à un pré, j'y vais. Pareil sur un jeu à campagne où je viens de me taper 2 heures des scénarios et que je meurs à pas grand chose, alors sachant que je vais gagner au prochain tour, je me l'octroie. Sur un jeu plus technique, je m'octroie des rollbacks si finalement toutes les informations étaient visibles au moment du rollback. C'est-à-dire que si j'avais pris plus de temps, que j'avais plus réfléchi, j'aurais pu ne pas faire cette erreur, ne pas faire ce choix, et dans ce cas je fais un rollback. Si il y a une nouvelle carte qui est révélée, là ça change tout, je n'ai plus le droit de faire du rollback. Ça dépend vraiment le jeu, ça dépend vraiment le contexte, ça dépend vraiment le moment, ça dépend vraiment l'humeur. Je joue vraiment pour le plaisir, pour gagner, mais pas tellement pour gagner. Parce que forcément quand on triche, c'est pour ne pas perdre d'un côté, mais moi le plaisir c'est d'aller jusqu'au bout de mon idée, et finalement peut-être que j'ai foiré dans mon idée à un moment, j'ai comme envie d'aller vers cet objectif vers lequel je tends, et donc oui, ça me dérange pas moi de faire des petits relancés, ou de faire un 4e lancé, ou quoi que ce soit. Enfin oui, je triche, ça me dérange vraiment pas. Encore une fois, le plaisir, c'est de se faire plaisir. Benichou TV, comment comptes-tu la rentabilité d'un jeu? Rapport temps-prix, rapport qualité visuelle dans l'étagère. À un moment, j'étais vraiment très rentable, non, j'ai jamais été rentable, mais j'étais dans la rentabilité, c'est-à-dire je rentrais le prix du jeu que j'achetais, et forcément, je regardais après 10 parties combien chaque partie m'avait coûté. Et non pas que j'avais un objectif de coût par partie ou de coût par minute, mais ça me permet de me dire, ok, j'ai acheté ce jeu, j'en ai fait quelques parties, mais c'est pas pour rien, ça y est, je l'ai rentabilisé. Maintenant, je le fais plus. Je suis vraiment passé dans une autre dynamique. Et il y a un autre moyen de dire que je pourrais rentabiliser un jeu, c'est que maintenant, quand je fais une vidéo sur un jeu, je gagne de l'argent. Et des fois, l'argent gagné sur la vidéo est plus important que le coût du jeu. Donc voilà, c'est pas vraiment la manière dont je conçois la chose, mais c'est une autre manière de concevoir quand on a une chaîne YouTube la rentabilité d'un jeu, c'est est-ce que je l'ai payé plus cher que ce qui m'a rapporté avec la vidéo. Clark Owens, le retour. Que penses-tu de l'effondrement du marché des jeux experts ces dernières années? Je n'ai aucun avis sur la question, parce que de mon point de vue d'un purement consommateur, où je m'intéresse assez peu aux chiffres, je m'intéresse finalement assez peu au drama des éditeurs, au drama des boutiques, au drama, j'utilise un terme, mais au budget des boutiques, etc., j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement moins de jeux experts que ça aujourd'hui, en fait. Sûrement que je m'y intéresse aussi un peu plus maintenant, donc je regarde un peu plus qu'il y a quelques années où je regardais que 1, alors peut-être qu'il y en avait 10 qui sortaient, mais pour moi, ça n'a aucun impact, et je n'ai pas l'impression qu'il y ait un tel effondrement, mais je ne suis pas du côté boutique ni du côté éditeur. Quel est le jeu qui t'a été offert et auquel tu es certain de ne jamais jouer? En réalité, on ne m'offre pas de jeu. Si on m'offre des jeux à Noël, j'ai demandé précisément tel jeu. Et si du côté éditeur, j'ai cette chance de directement dire que je veux précisément des jeux. La plupart des éditeurs qui n'ont pas des gros budgets nous envoient précisément ce que l'on demande et ne vont pas faire des colis systématiques. Mais par contre, on a Asmodée, qui est un gros distributeur qui ont du budget. Il y a énormément de youtubeurs qui reçoivent instagrammeurs qui reçoivent des colis avec une dizaine de jeux dedans, mais toutes les merdes du monde qui sortent. J'exagère un peu, mais tous les jeux multi, que ce soit du jeu familial, enfant, etc., alors que ça ne concerne pas du tout le public,
et ben ça fait plaisir à beaucoup de monde parce qu'ils reçoivent 10 jeux d'un coup, ils font une vidéo, ils font un Instagram, regardez tout ce qu'on m'a envoyé, la grosse pile. Moi j'avais directement dit que ça ne m'intéressait pas d'avoir ce genre de colis, hein. Moi je veux vraiment des jeux auxquels je vais jouer, donc on ne m'envoie que ce que je demande. Par contre, j'ai la chance du coup qu'on m'envoie très facilement ce que je demande, donc normalement, ce que j'ai demandé, je vais y jouer tôt ou tard. Pourquoi n'y a-t-il pas de bons jeux sur le thème du foot? Et quelqu'un a répondu, si, il y a Eleven. Moi je suis pas d'accord, Eleven, je l'ai revendu, j'ai retenté 4 fois à plusieurs moments de ma vie différents, et à chaque fois j'ai trouvé ça, ça manquait quelque chose. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de bons jeux de foot? Parce que je pense que la plupart des gens qui sont sur les jeux de société, je vais faire un stéréotype très bancal, hein, parce que moi mais je peux me permettre parce que je suis énormément le foot. La plupart des joueurs de jeux de société sont cérébraux, et ce qui va un petit peu à l'encontre du joueur de foot. Gros stéréotype, hein. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même quelque chose qui... Voilà, je pense que les joueurs de jeux de société regardent moins le foot, jouent moins au foot que les joueurs de jeux vidéo, que les autres joueurs de ce que vous voulez. Et du coup, je pense que s'ils sont moins intéressés par le foot, forcément, ils vont moins faire un bon jeu de foot. Et comme il n'y a que quelques propositions dans le jeu de foot, moins on fait de propositions sur un style, moins on a de chance d'avoir une bonne proposition. Voilà, là on est allé dans les stéréotypés, je vais me faire haïr par les joueurs de foot, mais n'oubliez pas, hein, que je passe 2 à 4 soirs par semaine à regarder du foot, hein, donc pas de souci. Pourrais-tu t'offrir et faire une vidéo complète de Small World Designer Edition, car quand on aime, on ne compte pas. Alors je ne sais pas ce que c'est cette Designer Edition, mais j'avais Small World World of Warcraft, et sache que je l'ai vendu sans jamais y avoir joué. Quels sont les jeux les plus surcotés selon toi, et pour quelle raison? Eh ben, je vais te dire les jeux de Bruno Cathala et de... l'auteur de Seven Wonders. Parce que, en réalité, les jeux de Bruno Cathala, même s'ils sont bons, on retrouve toujours un peu le même type, le même archétype, les mêmes gimmicks. Ce sont souvent des bons jeux, mais j'ai jamais trouvé... Enfin, souvent, voilà, je les trouve bons, mais pas exceptionnels. Et donc, comme c'est un auteur, c'est l'auteur français, c'est un auteur qui a fait des très bons jeux quand même, hein, il faut le dire, et ben, un peu comme Rainer Knizia, il vend ses jeux avec son nom. Et même s'ils sont bons, ils sont pour moi pas forcément toujours au niveau de ce que d'autres peuvent faire qui ont moins de renommée. Donc voilà, que ce soit Antoine Boza et Bruno Cathala, je trouve un peu que leurs jeux sont surcotés. Ils sont, si c'était un autre nom, probablement qu'ils seraient moins vendus. Et la dernière question de Clark Owens pour cette FAQ. Aimerais-tu créer ton propre jeu? Si oui, de quel type s'agirait-il? Eh bien non, pas du tout. Faut savoir en fait qu'un auteur qui a déjà sorti des jeux en France m'a contacté il y a 1 an pour me parler d'un jeu sur lequel il travaille déjà depuis un temps certain, et voulait mon expertise sur le solo, parce que c'était un jeu uniquement solo. Et on s'est rencontrés à Cannes, on a parlé, il m'a donné son prototype, là où il en était, et finalement c'est une expérience qui m'a pas du tout plu. Le fait de devoir me rejouer en boucle au même truc, qui est un truc pas fini, qui est un truc sans images, alors oui, pour le coup il y avait des images, mais froid, où il faut modifier un truc pour après refaire des tests et faire des parties pour voir si ce truc sert à quelque chose ou pas. C'est vraiment pas quelque chose qui m'a amusé. Du coup, je lui ai dit que ça marchait pas pour moi. Je lui avais déjà dit que j'étais pas sûr d'avoir envie, d'avoir le temps, d'avoir envie de me lancer là-dedans, mais clairement, c'est pas une expérience qui m'a plu. Donc non, je n'ai pas envie de faire des jeux. Je veux juste jouer. David Motero, y a-t-il débat? Non. Il y a débat autour de KDM, et pour toi, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier plusieurs jeux pour s'investir pleinement dedans? Alors déjà, faut savoir quel est ton mode de consommation. KDM, c'est 400 balles. Ok. Est-ce que tu fais déjà des all-in sur des jeux Awakening? Parce que si tu as fait un all-in sur Dragon Eclipse, tu as sûrement payé 300 balles. Si tu as fait un all-in sur n'importe quel jeu voilà, tu es déjà sur du 300 balles. Donc finalement, KDM avec ses 400 balles, on n'est pas tellement loin pour un jeu qui a un contenu finalement aussi important. Et il faut savoir que KDM, même avec une boîte de base, il y a énormément de contenu, il y a énormément de variations. Il y a à la fois le côté hobby où on va créer ses figurines, on va les peindre. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, tu as ton hobby à part entière, plus tu as le jeu qui à la fois propose 3 phases différentes entre la phase de chasse, la phase de campement et la phase de combat, qui sont un peu différentes, avec une narration émergente, avec toujours des choses, des parties différentes, avec des choses qui se passent. Donc c'est un vrai bon jeu qui a une vraie durée de vie, qui a une vraie rejouabilité, et qui certes va coûter cher, mais je pense que oui, alors si tu as l'habitude d'acheter des jeux à 20 balles, c'est sûr que c'est un gros gap, et
Voilà, mais si tu as déjà l'habitude d'acheter des jeux un peu plus premium, de passer par des financements participatifs, ou tu as l'habitude d'avoir des jeux à 120 balles, 150, oui, clairement, ça vaut le coup de ne pas acheter quelques jeux pour avoir celui-ci, parce qu'il y a un vrai gros contenu. Le fameux Bendor, est-ce que tu as essayé d'autres extensions du château de Bourgogne depuis les boucliers château blanc, auberges, les postes frontaliers, les routes commerciales, vignobles? Et ben non, je n'y ai pas rejoué malheureusement, mais je pense y rejouer notamment avec ma compagne, j'aimerais bien lui faire découvrir. Enfin, pour l'héroïne perdue de Narak, si tu as l'extension chef d'expédition, quel est ton perso préféré et celui que tu détestes? Je n'ai pas assez joué avec les chefs d'expédition pour pouvoir te répondre à ta question. J'ai d'ailleurs acquis récemment la Big Box et donc j'ai pour projet prochainement de me relancer dessus, mais là je pourrais pas t'aider. Fight 44, top 3 des jeux solo que tu estimes les plus mauvais. Et ben j'en ai cité 3, ceux qui me sont venus en tête. Ça ne veut pas dire que ce sont forcément les plus mauvais, hein, mais c'est ceux que j'ai trouvé comme ça en réfléchissant pendant 30 secondes. Paper App Dungeon, ça partait d'une super bonne idée, un carnet, où tous les carnets sont différents, avec des petites pages faites de manière procédurale, ou avec votre crayon qui est un dé à 6 faces, un crayon à 6 bords, ça vous donne une valeur, et donc vous vous déplacez dans le donjon pour essayer de récupérer des trésors, aller changer de niveau, et vous faites page après page. L'idée était bonne, en plus le concept de vendre ça en gare, dans des petits trucs de journaux, etc. pour créer un truc à prendre avant le train. Mais le dé finalement mal équilibré, ce qui faisait que vous tombiez toujours sur les mêmes valeurs en fonction du dé. En plus quand vous commencez à le tailler, forcément vous déréglez le crayon et du coup on perd encore plus en équilibre sur les faces. Et puis le système de déplacement qui faisait que des fois on pouvait se retrouver dans des boucles infinies, on n'arrivait pas à finir le niveau, on tournait, on retournait, on retombait sur les mêmes cases. Je trouve ça vraiment nul. Ensuite, War Machine, le jeu qui est dans l'univers de Manhattan Project. En fait, je me rappelle plus beaucoup du jeu, à part que c'est un jeu on va lancer des dés qui vont nous donner des ressources et on va faire des choses, mais je me rappelle que le solo était juste à chier, qu'il avait juste pas été playtesté. Je ne saurais pas t'en dire plus, ça fait parce que je joue à tellement de jeux que finalement les jeux comme ça je les oublie vite, mais je me rappelle de m'être dit ça n'a jamais été testé en solo, c'est pas possible. Et l'autre jeu c'est Valkyrie. Valkyrie qui est la version courte de Black Orchestra. Black Orchestra où du coup on va essayer de lutter contre Hitler, essayer de l'assassiner, d'avoir toute une phase de tension, on va créer un complot, on va essayer de s'organiser. Et là on nous propose ça, au lieu de jouer en 1 heure, on va le jouer en 20 minutes. Et ça devient un bête jeu de lancer de dés où on perd la stratégie, on perd la mise en tension, on perd tout ce qu'il faisait, on perd les événements à chaque tour qui nous narraient une phase de l'histoire, que ce soit la rafle d'hiver, etc. Et donc on perd tout ce qui était passionnant, qui faisait qu'on avait vraiment cette mise en tension et cette envie de tuer Hitler pour finalement un bête jeu de lancer de dés, avec finalement en plus assez peu de challenge, donc ça a été vraiment une grosse déception. Frédéric Crussard, bonjour, crées-tu des jeux? Y a-t-il un auteur qui sommeille en toi? Et du coup, non, j'ai déjà répondu, l'auteur il s'est recouché pour très longtemps. Grégory Herbers, pourquoi tu t'es jamais lancé sur Gloomhaven? La trouille? Alors je n'ai pas Gloomhaven, mais j'ai Frosthaven, et oui déjà, la trouille de tout dépuncher, de passer une soirée à dépuncher la totale, et d'après de tout ranger, d'avoir un gros dépotoir sur ma table, c'est de ça dont j'ai peur. Guillaume Janvier, peux-tu faire ta meilleure pile de la honte des jeux qui sont encore sous blister, et dès que tu vois la mise en place, tu te dis merde, j'ai pas envie, Frosthaven. Le jeu est sur ma petite bibliothèque que j'ai à côté de mon armoire depuis sa sortie, depuis 1 an et demi, peut-être même un peu plus, et il est toujours là, et je suis pas prêt de passer une soirée à l'ouvrir. Ensuite, j'ai noté Malia, je l'ai acheté un peu dans la hype, je me suis engagé à y jouer cette année, et je commence à avoir la flemme, non pas pour la mise en place, mais pour les 80 pages de règles. En plus, maintenant, la hype est un peu passée, donc on en parle moins, et donc je commence à regretter de l'avoir acheté. Mais bon, comme celui-ci c'est sa chance, mais sur les 5 jeux dont je me suis mis la pression pour les faire cette année, il est plutôt en 5e position, donc si j'y joue, ça sera plutôt en novembre-décembre. Enfin, c'est Marrakech, un jeu qui a fait beaucoup de bruit à ses sorties, mais pareil, apparemment il y a pas mal de dépunchage, il y a une grosse mise en place, il y a beaucoup de temps, etc. En plus avec des règles qui vont peut-être être un petit peu costaudes. J'avais même acheté l'extension pour jouer en solo du coup, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, donc ça fait encore plus de dépunchage. Je pense, j'hésite à le revendre quoi. Ayam Baptiste, pour rester dans la thématique solo, si tu devais t'exiler tout seul sur une île déserte jusqu'à la fin de tes jours, quel jeu solo prendrais-tu avec toi? Et interdiction de citer Robinson Crusoe. On va être un peu dans mes favoris. KDM, je sais que ça va être une rejouabilité folle. Spirit Island, une rejouabilité folle également, mais je ne vais pas vivre du tout le même genre de choses. Ark Nova, même si j'adore le jeu, peut-être que je le sortirai, je le prendrai pas. Parce que peut-être que sur le long terme, un peu plus vite fait le tour. Donc Spirit Island ou KDM, on va dire Spirit Island.
parce que comme ça, c'est l'esprit de l'île. Si tu devais créer ton jeu solo ultime, quelle mécanique utiliserais-tu? Lesquelles thématiques choisirais-tu? Et bah du coup, j'en ai aucune idée. J'ai vraiment totalement abandonné cette idée. Je ne ferai jamais de jeu, ça ne m'intéresse pas. As-tu une confiance aveugle du genre all-in instant buy quand un de tes auteurs préférés sort un nouveau jeu? Pas du tout. Je n'ai pas vraiment d'auteur préféré. J'achète facilement. Je ne suis pas très regardant. Encore une fois, vous me permettez d'avoir un petit budget, mon métier me permet d'avoir un petit budget, donc dès qu'un truc me tente un peu, la curiosité, en plus l'idée que je peux aussi produire du contenu dessus, fait que je vais facilement à l'aveugle sur un jeu sans trop m'y intéresser. Souvent je suis déçu d'ailleurs, mais bon, c'est le jeu. Donc, si on met un jeu strictement solo, je vais y aller. Parce que ça caresse mon petit cœur de joueur solo, donc si on fait un jeu uniquement pour les joueurs solo, je me dis il faut que j'y aille, j'ai pas le choix. Mais si c'est Scott Helms qui fait un truc, un peu rien à battre. J'ai pas vraiment d'auteur préféré en fait. Donc non. Si c'est écrit solo only, oui j'y vais. Sinon, non. Et Jérôme Charton, Bullet Art et Bullet Star, ça vaut un The Manor pour toi? Oui, clairement. Je les ai découverts récemment et quelle claque. En solo, le mode boss est top, grosse rejouabilité avec ses 16 persos boss, dommage que les autres extensions ne soient pas localisées. Moi j'attends mon all-in avec la boîte de rangement, je n'ai que la première boîte qui était sortie en français, mais j'ai pledgé tout le reste en anglais, ça devrait pas tarder à arriver là d'ici 3-4 mois. Toi qui aimes Dice Throne, pas intéressé par participer au tournoi mensuel officiel à la caverne du Gobelin? Eh ben non, moi je joue pour le plaisir, j'ai pas envie de me perdre un samedi pour aller faire un concours pour lequel de toute façon je ne vais pas gagner, et en plus je vais devoir parler à des gens auxquels j'ai pas envie de parler, donc non, m'intéresse pas, mais par contre, les petits goodies exclusifs, ça m'intéresserait de les avoir. Nightpub, Hello Zogma, alors on est dans les cas, ça avance. Alors comme tu es un grand fan de Dice Throne, et ben voilà, c'est exactement la même question. Donc je viens d'y répondre. Koam, que penses-tu de l'IA dans les jeux de société et les jeux vidéo? Alors dans les jeux vidéo, du coup, je ne sais pas trop à quel point l'IA est intégrée dedans. Dans les jeux de société, c'est simple, l'IA, elle est surtout là pour les graphismes, du coup, pas pour le gameplay ou quoi que ce soit. Et je n'ai aucun problème avec l'utilisation de l'IA sous 3 conditions. Déjà, il faut que ça soit comme beau, qu'il y ait une certaine cohérence, que ça soit bien fait. C'est bien d'utiliser de l'IA, mais ça reste un travail d'utiliser l'IA. Il faut savoir utiliser les prompts, etc. Donc si on me fout de l'IA, je veux que ça soit beau. Il faut que du coup aussi que ça ait un impact. Il faut que ça réduise mon prix d'achat. Donc 2 possibilités. Soit c'est un jeu qui va me coûter vraiment moins cher que s'il y avait un auteur, un illustrateur, ou alors si vraiment c'est une toute petite édition qui n'aurait pas eu les moyens de produire le jeu, et ben il faut que finalement ça permette de sortir le jeu dans un tarif adapté parce que cet éditeur peut se permettre de ne pas payer un illustrateur. Et puis l'autre chose, c'est que je vous dis que je voulais que le jeu du coup soit moins cher, mais si c'est vraiment une grosse boîte qui a vraiment les moyens de payer un illustrateur, non, éthiquement c'est pas cool. S'ils ont les moyens, ils n'ont pas trop de raisons de ne pas utiliser un illustrateur. Donc voilà, pour moi il faut que ça soit l'outil qui permet à des petits de le sortir, il faut que ça soit aussi bien fait. Il ne faut pas que ça soit quelque chose, il ne faut pas que ça soit la facilité. Mais sinon, dans ces conditions-là, j'ai pas de souci avec l'IA. Y a-t-il des jeux de société que tu as trouvé tellement sans intérêt que tu les as utilisés comme cale de table ou autre? Bah non, je les vends, au moins ça me rapporte un petit peu d'argent, mais par contre, quelles portes de ma salle en bas sont ma pile de la vente, tout simplement. Kralastic, non sérieusement, que dirais-tu à des joueurs réfractaires du mode solo? Quel jeu leur conseillerais-tu pour pouvoir découvrir ce monde? J'essaie en vain. T'arrive-t-il de jouer quand même avec des gens ou ne fais-tu que du solo? Enfin, en dehors des vidéos, lorsque tu joues solo, décris-tu à haute voix tes actions? J'avoue que je le fais, j'espère ne pas être le seul. Bah non, si je ne tourne pas de vidéo, je ne dis pas du tout ce que je fais. Loin de là, en plus ça me ferait du coup des parties plus longues qu'elles ne le sont. T'arrive-t-il de jouer en multi? Bah je joue de temps en temps avec ma compagne. On a eu un moment où une fois par semaine on jouait. Là c'est plus trop le cas. On a pris une autre routine, mais voilà, si je joue avec ma compagne, mais on va jouer... à l'heure actuelle, on va jouer une fois tous les 2 mois, quoi. Hein, c'est assez rare. Et puis, que dirais-tu à des joueurs réfractaires au mode solo? Ça dépend, c'est quoi, quelle est la cause de leur non-envie de jouer en solo. Si leur envie, c'est de passer un bon moment avec d'autres personnes, ils ne retrouveront jamais ça en solo. Si au contraire, leur envie, c'est de jouer, de prendre du plaisir sur leur jeu préféré, il faut trouver quel est le type de jeu et puis leur prouver qu'ils vont s'amuser tout autant. Mais c'est humain d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on a l'habitude de jouer aux jeux de société en multijoueur, de voir les potes, de rigoler, de prendre une bière, c'est sûr que partir sur du solo, sauf si ils ont cette contrainte qu'à un moment ils n'ont pas le choix, ça va leur sembler plat, ça va leur sembler vide de sens. La vraie question c'est, pourquoi tu veux qu'ils jouent en solo? Est-ce que c'est parce qu'ils t'insultent, ils te disent que ça sert à rien, que t'es nul, dans ce cas-là, et que tu essaies de leur faire comprendre qu'ils ont tort, dans ce cas-là c'est juste que ce sont des cons, donc arrête de perdre ton temps.
Si c'est juste pour les faire jouer en solo, si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas, ils y viendront tout seuls un jour s'il y a un petit élément déclencheur. Laetitia Martin, pourquoi il n'y a quasi aucune présentation des jeux de Shem Phillips? Ah, eh bien, il y a quand même quelques jeux. Il y a et machin et Néhémie, là, Edras et Néhémie, même s'ils ne sont pas directement des Shem Phillips, il y a bien sûr Ulmur Nadrien, il y a du coup The Anarchy, il y a eu Scarabray, mais c'est vrai que là, moi j'ai joué à la trilogie des Royaumes de l'Ouest, j'y ai joué au début de ma chaîne, où j'avais pas l'aisance pour les montrer en partie solo. J'avais plus peur à cette époque-là de faire des erreurs, qu'on me les reproche, etc., parce que j'étais tout jeune. Et du coup, je préférais, je crois que j'ai donné un avis sur Vicomte sur une vidéo, mais j'ai pas fait de partie. Et les autres, j'ai joué dans mon coin. Et la troisième trilogie, celle du Tigre du Sud, eh ben, j'en ai reçu un de Pixel, et c'est vrai que j'y ai pas joué, parce que j'ai pas de raison, j'ai pas d'explication. Donc voilà, c'est vraiment une gamme qui sur le papier m'intéresse, mais c'est vrai que je joue pas tant que ça à des Eurogames, j'en fais un de temps en temps, donc il suffit que j'ai déjà fait un Eurogame de Shem Phillips ou un autre récemment pour ne pas avoir envie d'enchaîner tout de suite avec ce même genre de jeu. Donc voilà, j'ai rien contre Shem Phillips, mais c'est comme ça. Le tweet, salut Zogma, as-tu un jeu solo de prédilection auquel tu rejoues souvent ou préfères-tu la découverte d'un nouveau jeu? Je suis généralement plus excité par la découverte, même avant la chaîne YouTube, j'ai toujours beaucoup testé des jeux, etc. Mais il y a certains jeux qui me marquent tellement que j'ai envie d'y rejouer. Je joue beaucoup à Ark Nova, je joue beaucoup en ce moment à Spirit Island, je joue beaucoup à certains jeux, mais de manière générale, effectivement, je suis plus en papillonner que tryharder. Après le tweet, on est à l'outre-joueuse, donc on reste dans l'univers animalier. C'est quoi ton top 5 des mauvaises raisons de garder un jeu dans ta ludothèque? Avec de la mauvaise foi, évidemment. Alors j'ai trouvé que 3 mauvaises raisons. La première, c'est la flemme, et ce sont des vraies raisons. La flemme de faire l'annonce. Parce que, par exemple, il y a des jeux, je me tâte à vendre Pampero, parce que même si je le trouve bon, je sais que si je dois jouer à un jeu du genre, c'est pas celui-là que je vais ressortir. Je joue trop peu à des Eurogames pour ressortir celui-ci précisément, mais si je le trouve assez bon. Et le truc, c'est que c'est une grande boîte, qu'il faut trouver un gros carton, j'ai la flemme de trouver un gros carton, ou alors c'est-à-dire qu'il faut que je le vende sur le bon coin en remise en main propre, mais j'ai la flemme de donner rendez-vous à telle heure, le mec en plus les gens ne sont jamais à l'heure, du coup on attend comme des connards, ma sonnette est en panne, du coup il faut que je guette à la fenêtre, flemme. Au contraire, il y a des jeux aussi, je sais qu'ils vont se vendre, mais si c'est pour me faire chier à faire un carton pour 3 €, parce que ce sont des petits jeux, je me dis que tôt ou tard, j'y rejouerai peut-être. Et puis dans le même genre, il y a certains jeux que je garde, même si je ne vais pas y jouer avant très longtemps, pour me dire, ah, c'est un jeu qui plairait à ma fille. Ma fille, elle a 4 ans et demi, le temps qu'elle puisse jouer à ce jeu-là, ça sera dans 4 ans. Il y aura eu plein d'autres jeux du genre qui seront toujours très bons. Donc voilà, pour moi, mes mauvaises raisons de garder des jeux, ce sont celles-ci. Mathilde Lenoir, bonjour, en dehors des festivals des jeux qui te sont conseillés ou envoyés par les éditeurs, comment choisis-tu des jeux solo? Comment te renseignes-tu avant d'acheter ou de pledger un jeu? Quels sont tes critères? Est-ce que tu connais des moyens de tester les jeux solo avant de les acheter? Merci, c'est très courageux de ta part de t'être lancé dans cette interview à l'aveugle. Et ben, comment je me renseigne avant d'acheter un jeu? Et ben, je me renseigne pas tant que ça. Moi, j'aime bien avoir la découverte. Donc, si le thème, la mécanique, ce que j'en entends, globalement, c'est pas mal, et ben j'achète. Concernant les financements participatifs, c'est un peu pareil, sauf que vraiment, je n'achète jamais de jeu avant que Kevin des Lunovores en ait parlé sur sa chaîne, sur le menu crowdfunding, tous les dimanches ou presque, il parle de tous les jeux qui sont sortis en financement participatif dans la semaine. Donc moi j'attends toujours qu'il m'explique ce qu'est le jeu. J'ai la flemme, je sais très bien lire anglais, mais j'ai la flemme de lire les pages qui sont souvent à rallonge, où il faut scroller, où il y a plein de trucs, etc. Donc j'attends qu'il m'ait fait le résumé. Et si son résumé m'a plu, eh ben j'y vais, un peu tête baissée, et je vois après. Mais encore une fois, j'ai la chance d'avoir le budget qui me permet d'y aller un petit peu comme ça. Pour les jeux qui sortent en boutique, bah finalement, j'ai la chance de recevoir suffisamment des éditeurs pour ne pas trop à me poser cette question. Pour ne pas trop avoir à me poser cette question. Pour tester les jeux solo et en les acheter, il y a, surtout pour les financements participatifs, c'est très rare pour les jeux qui sortent directement en boutique, il y a souvent les éditeurs préparent des versions de démo sur Tabletop Simulator, sur TTS, pour pouvoir tester un petit peu les premiers niveaux, etc., le système de gameplay. Donc pour les financements participatifs, si tu n'es pas allergique à utiliser la souris pour bouger les cartes, etc., je t'invite à essayer sur TTS. Sinon, il y a aussi les plateformes de jeux numériques, comme essentiellement BGA, où tu verras quand même pas mal de jeux. Maxwell, je ne sais pas si ça rentre dans les critères de question, mais tout rentre, t'inquiète, tant que le trou est assez large, ça rentre. Mais si tu devais prendre un jeu pour jouer au boulot 1 heure entre midi et 2, tu prendrais quoi? Point bonus, il y a une mécanique de Legacy, j'ai adoré Dorf Romantique. Moi, le Legacy, c'est pas trop mon idée, mais un jeu au boulot 1 heure entre midi et 2,
clairement, je t'invite, parce que je suis vraiment en ce moment dans ma folie Spirit Island, à, sur ton ordinateur, installer Steam et acheter Spirit Island. Alors certes, il est en anglais, mais ça fera parfaitement l'affaire. Tu joueras ta partie en une demi-heure, tu auras même le temps d'en faire une deuxième et tu auras une grosse variété de parties. Morgane Germa, as-tu pledgé Tunnel Story? Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu. Ton pire souvenir de jeu de société, le jeu que tu as regretté d'avoir acheté, le jeu que tu n'as jamais déballé, le jeu de ton enfance que tu voulais, le moment où tu as basculé chez les geeks, enfin à ta mort, souhaites-tu mettre ton corps dans une sleeve et thermoformer ton cercueil avec une pierre tombale à dés? Le jeu que j'ai regretté d'avoir acheté, c'est le jeu qui s'appelle Dark Blood, que j'ai reçu récemment, où ça semble être un jeu avec un beau matériel, vraiment très pimpé, un peu trop de luxifié, où c'est un jeu où on va jouer avec des cultistes qu'on va sacrifier, des personnages qu'on va pendre sur un arbre dépendu, où il y a une petite corde pour les pendre, où on va avoir des petits os, des crânes, des petites fioles avec des trucs, et le matériel que j'ai reçu était beaucoup plus cheap que je pensais. Le pré-ombrage sur les figurines était dégueulasse, fait avec un vieux truc tout moche, etc. Je n'ai jamais réussi à pendre les pendus sur mon arbre. J'ai vraiment été et le gameplay était vraiment nul à chier pour un jeu qui m'a coûté 140 balles, ou je ne sais plus. J'ai vraiment énormément été déçu. C'est ma plus grosse déception de Kickstarter. Le jeu de ton enfance que tu voulais, je ne jouais pas aux jeux de société quand j'étais enfant, donc je ne peux pas répondre à cette question. Et mon pire souvenir de jeu de société, je pense qu'on va dire que c'est le même, parce que j'attendais beaucoup de ce jeu et j'ai vraiment été déçu. Nindoni, bonjour Zogma, c'est pas une question punching ball, mais étant moi-même un collectionneur de jeux, je me suis rendu compte récemment de ne pas avoir flashé sur un jeu récent depuis longtemps. J'ai l'impression que les vieux jeux m'apportent plus de sensations ludiques. Est-ce ton ressenti également? Est-ce qu'au final l'industrie du jeu ne sort pas trop de jeux par an, ce qui finit par aseptiser les créations? Alors, bien sûr qu'il y a trop de jeux, ça on ne peut rien en dire. C'est une vérité absolue. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que tu as joué du coup à beaucoup de jeux dans ta vie, et plus tu as joué, plus fortement tu gagnes en expertise, et donc moins tu as cette découverte, ce truc que tu ne connaissais pas, ce truc qui te fait dire waouh, c'est fou, j'avais jamais vu ça. Je pense que tu es devenu vraiment expert, donc tu perds cette petite étincelle. Donc je pense que c'est quelque chose, un cheminement normal chez quelqu'un qui joue depuis un temps certain. Chaque année, je me dis aussi qu'il n'y a pas eu grand chose dans l'année de fou, et finalement quand j'essaie de faire un top 10, il y a quand même quelques jeux, je me dis ah ouais, c'était vraiment sympa. Donc il y a quand même des trucs, mais je pense qu'on est devenu plus difficile, nous, avec le temps. Ocrienne, Gérali Epsilon, le PNP pour ou contre? Je vais pas dire contre, j'ai rien contre le PNP, mais moi, je ne fais pas. Imprimer en bonne qualité, plastifier, découper pour que ça soit bien joli, bien uniforme, trouver comment ranger, ça vaut pas le plaisir d'un vrai jeu bien édité. Certes, ça coûte beaucoup moins cher, mais j'ai pas ce problème. Donc j'ai tellement de jeux à jouer que je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps avec des PNP, même s'il y en a sûrement des très très bons. Pat P, salut Zogma, tu as essayé des livres-jeux de la collection Architectura tels que les Mystères d'Aubépine ou le Phare. Il y a pas mal de matériel facilitant l'immersion. Justement, j'avais demandé à des Architectura, que j'ai reçu les Mystères d'Aubépine et les âmes seules. J'ai joué le tuto des Mystères d'Aubépine, j'ai trouvé ça sympa. Et puis je me suis dit, ok, je me le laisse. J'y jouerai une fois de temps en temps le soir, pendant que je fais d'autres jeux. Et malheureusement, je n'ai jamais continué. Je l'ai re-rangé dans ma pile des jeux à faire. Il faut que je me motive. J'avais trouvé ça sympa. Après, je n'ai fait que le tuto, donc je n'ai pas assez joué pour te dire. Philippe Michaud, salut, je viens de lire la plupart des questions qui te sont posées. Je vais poser une journée de récupération pour écouter les réponses. Ouais, je crois bien. Plus sérieusement, je voudrais que tu abordes deux sujets. 1. Les meilleurs jeux solo où on peut construire ses propres scénarios et les partager bien sûr, histoire de pouvoir investir dans un jeu. Mais savoir qu'on a de la matière pour créer et jouer. Ça, c'est une très bonne question où je n'ai absolument pas la réponse. Je sais avoir déjà vu ça dans des jeux, mais comme moi ça m'intéresse pas parce que j'ai trop de jeux à jouer, je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai vu ça. Donc je vous invite à répondre en commentaire pour ceux qui sont là jusqu'à 2 heures de la vidéo pour nous dire ça. Donc désolé. Ensuite, faire un tour des meilleurs jeux depuis 2015, mais un seul par an et surtout disponible, même d'occasion mais pas hors de prix. Ça permettra de se procurer des jeux en dehors de ceux actuels qui coûtent un rein ou un œil, et surtout reste toi-même. Et c'est une bonne idée. Un jeu par an, ça fait une sorte de top 10, etc. La petite difficulté pour moi, c'est que je suis quand même assez jeune dans l'univers du jeu de société. J'ai commencé à jouer en 2021. Je refais un petit peu mon retard sur la culture ludique, etc. Mais je ne sais pas si j'aurais vraiment de quoi faire, si j'aurais vraiment suffisamment de contenu pour faire ça. Mais c'est une très bonne idée que je note. Très bien. Donc voilà, je ne réponds absolument pas à tes questions, mais elles sont top quand même. Reste toi-même, peut-être que je me trompe, mais tu devrais faire un live de temps en temps pour échanger avec tes abonnés, sujet général sur le monde ludique. Bon, problème. J'ai plus de langue, j'ai mon aft là qui me fait trop mal, j'ai plus de voix, et il reste encore des questions, mais on va y arriver, ça va être
personne va regarder les 2 heures de vidéo, ça va être fou. Il faudrait que je la coupe, mais en même temps, si je la coupe, pas grand monde qui va les regarder. Hein. Ou alors je fais 5 parties, une pour chaque, les questions piquantes, non, c'est chiant, allez. Plip plop plop. Il y a des jeux dont les règles me gonflent. Tu modifies régulièrement les règles pour laisser place au fun, au narratif, ou tu restes au plus proche de ce que l'auteur a écrit. Je ne modifie pas les règles. En tout cas pas volontairement, parce que je fais suffisamment d'erreurs de règles pour que les règles se soient modifiées toutes seules. Mais non, je ne modifie pas. Si les règles sont à chier et qu'il y avait des trucs qui auraient pu faire que le jeu était meilleur, je rejoue pas suffisamment à mes jeux pour que ça vaille le coup. De dire ok je règle ce problème-là, comme ça je m'amuse. Tant pis, je passe à autre chose. Aimes-tu les jeux punitifs qui nécessitent plusieurs parties avant de vraiment comprendre la stratégie? Ce sont mes jeux préférés. Tu cites This War of Mine, Robinson Crusoe, 7ème continent. Alors il y a punitif et punitif. Si c'est vraiment juste punitif, on a mis la barre de difficulté bien haut pour qu'il y ait juste un joueur ultra expert qui réussisse, je trouve ça nul. Si on a mis un niveau de difficulté qui fait que rapidement vous comprenez ce qui fait que comment faire pour gagner, et dans ce cas-là c'est à vous de mettre en place une stratégie et que vous allez devenir de plus en plus fort dans cette stratégie, c'est-à-dire que ce n'est pas une difficulté qui a été fixée arbitrairement pour vous piéger, mais une difficulté qui a été réfléchie. Là, je suis pour, parce que forcément, qui dit difficulté bien placée donne envie de rejouer pour gagner. Complétionniste, y a-t-il des jeux que tu affectionnes particulièrement et que tu te dis que tu veux compléter ta collection avec tout ce qui est sorti? Moi, j'ai tendance quand même, j'ai un côté collectionneur, hein, je collectionne les pièces, je collectionne les jeux vidéo, je collectionne les jeux vidéo, donc oui. Après, dans les jeux de société, je suis pas tellement dans la collection du pimp, mais sur un deck building, j'aime bien avoir toutes les extensions de cartes qui sont là, même si des fois ça rallonge le jeu, ça fait des mises en place plus chiantes, etc. Des fois ça dénature l'équilibre du jeu, mais quand il y a un thème de deck building qui me plaît, j'aime bien avoir tout le contenu qui va avec. Fais péter les stats, que l'on voit le type de partie que tu fais régulièrement. Sérieux, ne me dis pas que tu ne fais pas de stats de tes jeux, bien si bien sûr, on va y revenir juste après. As-tu conçu ton propre jeu? Fais-tu du bêta test pour des nouveaux jeux? Donc je ne conçois pas mon jeu, j'aide certains. Je donne mon avis, quoi. Et nouvelle tâche pour 2026, fais ton petit jeu de cartes et imprime-le avec un service en ligne, c'est pas une question au boulot. Non, trop chiant. Et je peux vous donner mes stats qui sont pas totalement à jour, mais normalement, on a les trucs les plus joués. Stats détaillés. Le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Ark Nova, avec 124 parties. Ensuite, on a Sea Salt and Paper avec 89 parties. Ensuite, on a Ortis avec 69 parties. Ensuite, on a Discordia avec 43 parties. Ensuite, on a Marvel Champions avec 42 parties. Et ensuite, on a Spirit Island avec 37 parties. Voilà un peu les jeux les plus joués. Je ne sais pas combien j'en ai cité, mais voilà. Vous voyez un peu le genre de jeu. Forcément, plus les jeux sont courts, plus ils sont facilement jouables plein de fois. Alors, désolé pour les pseudos. Propinte. En espérant que la question n'est pas déjà posée, j'espère que non, parce que vu comment j'ai galéré à lire ton pseudo, j'espère qu'au moins que la question est neuve. C'est quoi le jeu oublié de la hype et le jeu que tout le monde aime mais pas toi? Et au contraire, ton plaisir coupable, le jeu que tout le monde adore, et que tu adores en secret. Je voulais te poser la question sur les jeux vidéo, mais ça marche plutôt bien pour les jeux de société. Alors, ce sont des excellentes questions. Et là, du coup, après 2 heures de tournage, sans avoir préparé les questions, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais je vais y réfléchir et je vais te répondre en commentaire. Je vais répondre en description de la vidéo. Voilà. Comme ça, j'ai beaucoup plus de temps, parce que là, ça ne me vient pas. R1 Mine. Coucou Zogma, j'ai plusieurs questions avec la vie de famille, le travail, le sport. Quand joues-tu aux jeux de société déjà? Qui a dit que je faisais du sport? J'ai un corps de lâche. Pour ma part, c'est plutôt compliqué. Je trouve cela impressionnant que tu arrives à faire la campagne de Tented Grail. Il faut savoir que la campagne de Tented Grail, je l'ai préparée. J'ai pris de l'avance dans mes parties pour la chaîne, etc. Et du coup, il y avait une semaine avec en Moselle, le 26 et férié. Donc j'avais 25, 26, 27, 28. J'avais un peu plus de temps pour moi. Je savais que ma compagne et ma fille être un peu plus chez sa famille pour le jour de Noël, j'y étais, mais elles ont tendance à y retourner le lendemain pour aller voir les cousins qui sont là pendant quelques jours, etc. Donc je savais que j'avais un peu plus de temps pour moi, un peu plus de facilité, que j'avais cette aisance, parce que j'avais de l'avance dans mes vidéos, et du coup j'ai bourriné. Donc voilà, c'est de la préparation. Il faut aussi savoir que c'est pas parce que vous voyez 2 vidéos cette semaine que les 2 vidéos, je les ai tournées dans la semaine. Des fois, je vous sors des vidéos qui ont été tournées il y a 3-4 semaines. Je prends de l'avance, je fais un gros jeu généralement dans la semaine et un plus petit jeu dans la semaine, et au fil de mes envies de montage, du temps que j'ai devant moi, de comment j'ai envie d'organiser mon planning, tout ça, ça sort, mais ça peut sortir dans le désordre. Il y a des vidéos qui sont tournées il y a quelques mois que je n'ai pas encore sorties, et vice-versa. Donc voilà, ce que vous voyez n'est pas la réalité. On te va toujours parler d'actualité des tops, mais qu'en est-il de tes meilleurs jeux de tous les temps, comme Ark Nova, Slay the Spire, Paper Tales? Combien fais-tu encore de parties par an de ces vieux jeux? Et Slay the Spire, pour tout te dire, j'y joue quand même essentiellement sur le téléphone, donc
je ne pourrais pas te dire, je joue très peu en physique, parce que facilité d'y jouer facilement. Paper Tales, c'est simple, quand j'y joue, je vais enchaîner 3-4 parties de suite. Je ne vais pas y jouer souvent, je vais faire 2-3 sessions par an, donc en fait je vais faire une dizaine de parties par an. Ark Nova, pareil, je vais jouer une vingtaine de parties dans l'année. Voilà, les jeux que j'aime beaucoup, j'y joue pas tout le temps, mais quand j'y joue, j'enchaîne plusieurs parties finalement, parce que comme ce sont des jeux que je connais bien, une fois qu'ils sont lancés, j'enchaîne les parties, et donc j'essaie de faire entre 10 et 20 parties par an d'un jeu que j'aime beaucoup. Ouais, on va dire 10 pour simplifier, parce que là je t'ai parlé vraiment des jeux que j'aime beaucoup, que je joue plus, mais on va dire une dizaine de parties. Ça me semble plutôt réaliste. Ok, on arrive sur la fin, je peux plus scroller plus bas. Soul Ghost, quel est le jeu que tu adores mais que tu as honte de sortir en public face à des experts du jeu de société moderne? Et un des jeux auxquels je joue le plus sur BGA, et je crois que je voulais retirer là de mon top 10, parce que j'avais un petit peu la honte de vous le dire, c'est Locomomo. Locomomo, c'est un petit jeu tout con, où il faut récupérer des animaux et les mettre. C'est quasiment les mêmes règles que Draftosaurus, sauf qu'on ne va pas drafter de la même manière, mais vous devez mettre ces animaux dans une case. Il y a une case où il faut mettre que des animaux du même type, une autre tous les animaux différents, un autre, il faut faire une colonne avec 2 animaux, voire un troisième du même type, et en espérant de faire des colonnes et des lignes de la même couleur pour gagner plus de points. C'est un jeu très con, très familial, mais je l'aime bien. Il me détend et j'y joue assez souvent, et du coup celui-là je crois que je suis à 50 parties. Et je vous l'ai pas dit parce que je me dis que c'est un petit jeu tout con, et vous allez dire que je joue qu'à des jeux pour enfants. Et on est à combien du coup Locomomo? 39 parties de Locomomo. Squid Golem, tu penses quoi des développeurs de jeux français? Tu penses quoi des illustrateurs qui sont en grande partie français dans le milieu du jeu de société? Ne trouves-tu pas qu'il y a beaucoup de directions artistiques de jeux de société qui mettent mal à l'aise ces derniers temps? Des trucs un peu trop horrifiques. On va déjà répondre à ça. Les illustrateurs, en fait... j'ai rien à dire. Je ne saurais pas dire si les illustrateurs français sont différents des autres. Est-ce qu'il y a plus de français que d'autres? Alors c'est sûr qu'il y a Vincent Dutré qui travaille sur 100 jeux par an, mais les illustrateurs sont très bons de manière générale. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui mettent mal à l'aise? J'ai pas l'impression. Au contraire, j'ai l'impression qu'on est comme sur quelque chose d'assez lissé. Non, j'aimerais bien que tu me dises à quel jeu tu penses en particulier, mais j'ai pas cette impression. Concernant les développeurs, donc on va parler plutôt des éditeurs. Je pense qu'en France, le travail est plutôt bien fait, mais on est quand même sur, d'un point de vue édition pure, c'est très bien fait. Par contre, d'un point de vue mise en avant, communication, professionnalisation, on est quand même sur un univers très débutant. On est vraiment sur les gens se connaissent tous et sont pas assez, on manque de professionnalisme de manière générale, de cadre, de règles, de consensus, de façon de faire. On est un peu trop sur, ok, on est des potes dans notre garage, mais le milieu est assez récent en France, donc ça peut se comprendre. Trouves-tu que Kickstarter est plus sérieux que GameFound? Non, moi les deux me conviennent très bien, je préfère même GameFound, je trouve ça plus lisible, je retrouve plus facilement les informations que je veux. Tu penses quoi des boutiques physiques où ça joue que du TCG? Dans quel intérêt d'aller acheter là-bas? Les boutiques physiques, si elles n'ont pas le TCG, elles ferment toutes. Ça, toutes les boutiques le disent, le TCG, c'est la grosse partie de leur chiffre d'affaires. Quand il y a une nouvelle extension Pokémon qui sort, quand il y a une nouvelle extension Lorcana qui sort, ou Yu-Gi-Oh!, ça leur fait leur mois en quelques jours. Et donc les boutiques ont besoin de ça pour ne pas fermer. Et donc forcément, si elles veulent créer aussi une envie aux joueurs de venir, il faut qu'elles organisent des événements pour que les joueurs associent cette boutique à ok, c'est là que je vais récupérer mes cartes. Donc c'est ultra important pour eux. Après, vous, quel intérêt d'aller acheter des jeux dans une boutique? C'est sûr que vous trouverez beaucoup moins de choses que sur Ludum ou Philibert. Vous trouverez les jeux plus chers, mais c'est pas pareil, c'est un autre plaisir. Moi, je sais que quand je me balade avec ma fille en ville, on va faire un tour à l'entretemps et je reviens avec un petit truc. J'avais rien besoin, mais c'est le plaisir de la sortie, c'est le plaisir d'avoir dépensé. J'achète un petit booster, une petite extension de Marvel Champions parce que je ne l'avais pas acheté sur le Doom en me disant la prochaine fois que je me balade, je vais l'acheter chez eux, etc. Donc voilà, c'est le plaisir de faire une petite balade et de revenir avec quelque chose. Moi, je le vois plus comme ça, parce qu'effectivement, si je veux quelque chose de très précis, il y a plus de chances que je trouve sur Internet que dans la boutique, mais il faut voir la boutique comme un autre moyen de consommer. Et 3D, Hello Zogma, existe-t-il une thématique de jeu qui va forcément te faire craquer? Non, pas du tout. The Demon Cycle, ou acheter des jeux de société en anglais. En anglais, si tu veux les acheter neufs, moi je les achète soit sur Philibert, soit je les achète sur le site belge Luddy Corner. Golden Meeple, pardon, le Luddy Corner c'est la boutique physique, Golden Meeple. Sinon, je les achète directement sur Kickstarter ou GameFound. Certains d'ailleurs ont une boutique directement où on peut acheter via ces sites-là. Et sinon, d'occasion, je les achète sur Vinted ou je les achète sur Ocaseo. Il reste 2 questions. Vince Garcia, quel est le type de jeu solo que tu ne feras jamais
Et pourquoi? Il n'y en a pas spécialement. J'ai envie de te dire les wargames, parce que c'est quelque chose qui ne me passionne pas du tout, mais je ne vais pas dire jamais, j'ai pas non plus quelque chose contre les wargames, donc je ne peux pas répondre à cette question. Et la dernière question, Vince Lojuka, qui avait déjà posé une question dans une autre catégorie. Je t'ai tanné pendant des mois pour jouer à Great Western Trail. Depuis quelques temps, je te tanne avec Voidfall. Ça approche. On n'a jamais été aussi près. J'ai déjà dit ça début janvier, mais on n'a jamais été aussi près. Je n'ai toujours pas ouvert le livret de règles, mais ça fait partie de mes 5 jeux que je dois jouer en 2026. J'ai déjà fait Spirit Island, il en reste 4. C'est pas le prochain, mais c'est pas le dernier, parce que le dernier, ça sera Maya, donc il fait partie du 3e ou du 4e. C'est toujours d'actualité, ça sera cette année, je te le promets. Et on restera là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura même pas plu, personne n'aura suivi 2 heures de vidéo. Je devrais clairement segmenter ça en plusieurs parties, mais les gens vont regarder la première et ne regarderont pas la suite. Et est-ce que j'ai envie de vous faire des vidéos pendant 4 semaines sur des parties de ma FAQ? Eh ben non, vous regarderez ça en écoutant la vaisselle, tout à fait, le bruit des fers dans la vaisselle. Évidemment, moi je m'en vais boire un bon gros verre pour m'humidifier un petit peu les muqueuses. N'hésitez pas à commenter, ne partagez pas, parce que il n'y a que les gens qui m'aiment bien, qui veulent voir ça. Les autres n'en ont rien à cirer. J'avais dit, je m'étais mis 24 unités de temps, donc 2 heures sur mon planning. La caméra me dit 2h16, je suis en retard, je file vite. Je me suis mis 2h30 pour le montage, sachant qu'il y a 2h18 de vidéo. C'est loupé aussi. Allez, je retourne à mes petites tâches ménagères. Ciao, ciao.